Les élections européennes arrivent le 9 juin. J'espère que vous êtes inscrits sur les listes électorales. J'espère que vous ferez une procuration pour aller voter pour Léon Desfontaines, parce que nos deux invités vont essayer de nous vendre Léon Desfontaines ce soir. Et si c'était lui, on accueille aujourd'hui Paul Hellec et Position Revue. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Yes. Bon, on part là-dessus. Voilà. Maintenant que j'ai votre attention avec Léon Desfontaines, on va pouvoir parler des élections européennes, parler d'un peu de tout, de la gauche, de la droite. On a eu le débat récemment entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, débat qui était un peu lunaire, ça sortait nulle part. On s'est rendu compte que Jordan Bardella était nul. Je veux avouer que moi je pensais qu'il était bon, sincèrement. J'avais vu Jordan Bardella ne pas être une cracotte ces dernières années. En fait, il est nul à chier en débat. Je sais pas si vous avez une réaction déjà par rapport à ça, parce qu'il s'est fait désosser par Gabriel Attal, qui n'est pas non plus le plus grand orateur du siècle. Bah, je peux Je commencer. laisse Position Revue commencer. D'habitude, il est assez pro Gabriel Attal, donc je veux dire, c'est Ouais, plutôt son domaine. il est trop à gauche pour moi. Mais bon, voilà, je désespère pas. Non, j'ai pas, pour être honnête, j'ai vu juste des extraits du débat. Mais en fait, je pense que Bardella a derrière lui une troupe, beaucoup d'attentes des journalistes, des commentateurs ou de la droite LR, parce que c'est un peu le moyen de faire leur coming out ou leur jointure avec le RN. Il reste encore chez Marine Le Pen, donc son passif et son histoire, le fait qu'elle soit Le Pen et son passif d'échec dans les présidentielles. Donc ils peuvent ni miser sur elle à cause de l'histoire Le Pen, parce que ils retournent dans leur veste assez facilement, ni miser ni croire en elle parce elle aurait démontré une capacité incroyable d'être présidente de la République. Comme ils vont vers la droite dure, la droite réactionnaire et le fasciste, Bardella, pour eux, était un peu l'ange sorti euh, de nulle part, un peu comme pour le bloc bourgeois, Macron l'était en 2017. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, Bardella est assez creux, c'est une baudruche, c'est une invention politique et médiatique. Et en fait, on l'a vu, je pense, dans le débat. Mais si tu regardes ça, en fait, on a tous cette illusion que Bardella était fort parce qu'en fait, c'est vraiment une construction. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est jamais, qui s'est jamais présenté à une élection, qui a jamais vraiment fait de débat, qui a jamais vraiment existé politiquement. Donc là, ça s'est vu, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est, Pour tu moi, vois, pour moi, genre, pour moi, le ça mec, il change. maîtrise pas les sujets, quoi. Ouais, Genre, ouais, je justement sais parce que pas, moi, je suis commentateur politique sur mon temps libre et j'ai l'impression que, au il y final, les a, sujets européens, je les maîtrise autant, voire mieux que lui, tu vois. Genre, le il mec, y a- il y a des trucs qu'il ne savait pas, quoi. Il est député européen, je sais pas, à temps plein. Il est payé à temps plein pour faire ce boulot et le mec n'a pas les bases, quoi. Enfin, c'est ouf. mais en fait, le, le dossier, c'est que ils ont pas besoin le RN et c'est pas simplement Bardella, c'est toute cette engeance là n'ont jamais eu vraiment besoin de bosser les dossiers parce qu'ils ont juste à développer on pourra l'approfondir avec Paul, mais c'est des choses sur lesquelles on discute beaucoup. Mais ils ont juste à approfondir cette vision du monde, du pacte raciste, préférence nationale, etc., qui a toujours marché en période de crise ou auprès de classes en crise. Et donc, c'est suffisant. Et on l'a vu dans le débat, en fait, derrière, c'est assez creux, c'est assez fin. Et Bardella, en plus, comme je te dis, il joue en plus dans le côté. Euh, il est attendu comme le moyen pour, on va dire, beaucoup de gens qui ont encore un problème avec le point symbolique du RN, du FN, de Le Pen, etc., comme le moyen de redevenir de droite, dure, d'extrême droite, euh, sans justement y toucher au Le Pen. Donc c'est pour ça qu'il était très attendu, mais qu'il est assez creux. Parce qu'en pense Paul. Ouais, mais moi je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'il ne faut pas négliger comment les personnalités peuvent incarner les options politiques, hein. Le cas le plus exemplaire est sans doute celui de la France insoumise,
ou la personnification autour de Mélenchon de l'option politique qu'il a portée est bien aidée par la personne de Mélenchon, et que si on mettait à sa place un Ruffin ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas à quel point ça déséquilibrerait le difficile créneau électoral qui a été trouvé. Mais en même temps, je crois que si on veut prendre la politique au sérieux, c'est de croire que quand on a des résultats qui sont positifs, c'est parce qu'on a parlé, hein, et on a, que notre discours est rentré en cohérence avec des aspirations réelles à l'intérieur des populations, et que du coup, bah, c'est la grande force du Rassemblement national. Hein. Je tiens à préciser que les gens avaient dit la même chose de Marine Le Pen quand elle avait fait son débat contre Macron en disant elle est éclatée au sol, ça n'a aucun sens. Et alors bien sûr que le fait de bosser ces dossiers, de connaître sur le bout des doigts les dossiers, ça aide parce que d'une part il y a cette espèce d'idée très bourgeoise de il faut être compétent pour exercer la politique, hein, qui peut être aussi une idée enfermante, hein, qui va ensuite réduire le débat à une politique d'experts. Mais en dehors de ça, je pense que le Rassemblement national est fort parce qu'il répond à des aspirations réelles au sein de la population. De la même manière que la France insoumise répond à certaines autres aspirations, etc. Et d'ailleurs, je crois que j'ai en tête, enfin vite fait, une phrase de Engels qui disait que on pouvait critiquer ou non le suffrage universel, mais qu'en tout cas, il serait toujours un formidable instrument de mesure du degré de maturité de la classe ouvrière dans l'espace électoral, le sens de, bah, on voit et on se compte à ce genre de période, on compte un peu les contours du camp social, ou en tout cas vers quelles orientations elle porte, et je pense que c'est ça la question, et que, bon, bah voilà, sans faire la blague, à gauche, on voit bien que pour l'instant, l'option opportuniste pseudo-sociale chevine de Léon Desfontaines ne marche toujours pas, comme l'option de Fabien Roussel n'avait pas marché, alors que il y a une vraie bataille qui va se faire entre l'espace social-démocrate, qui avait été un peu captif dans les élections présidentielles et qui là se recompose autour de Glucksmann par le vol de la base électorale des Verts aux européennes, et de l'autre côté le Rassemblement national qui, encore une fois, je pense que malheureusement une chèvre avec un autocollant Rassemblement national ferait entre 25 et 30% des voix, peut-être plus 25 que 30, parce qu'il y a effectivement eu cette entreprise de rendre Bardella le mascu sexy qui va sauver la boutique Le Pen, mais je pense qu'ils répondent, en fait, ils ont une position qui est extrêmement efficace auprès de populations auxquelles on ne parle pas ou peu, pour des raisons évidentes aussi, hein, parce que notre discours les débecte. Mm. Bref, je suis un peu Bah, long. quoi aussi, On est cette d'accord. position, je pense, a un rapport aussi à la vérité, à la scientificité du discours, qui est différent justement de ce bloc bourgeois plus intégré, on va dire, parce que on parle souvent de la critique un peu de l'élitisme, de la technocratie, de choses comme ça, et je pense que dans le vote Le Pen, il y a un vote qui est un petit peu pour ça, il y a aussi un vote raciste évidemment, mais il y a des gens aussi qui sont là en mode ouais, ça nous casse les couilles, on s'est fait trahir depuis 50 ans, et de toute façon que Le Pen soit cohérent ou pas, c'est pas le problème. Attal peut être aussi cohérent qu'il veut, il passe pour un traître. Et donc de toute façon, c'est un peu Le Pen ou rien quoi pour ces gens-là. Donc en fait que Bardella se fasse désosser par Attal, par Glucksmann, par Mélenchon, ils s'en foutent, je pense. Ils voteront de toute façon Attal. Moi, je suis pas d'accord parce que ça pourrait être Mélenchon ou rien. Je veux dire, la FI, elle a pas de passif, pas plus que le RN, etc. Moi, c'est pour ça qu'on est 100% d'accord. Hein. Je pense, Paul, ce qu'on a dit, c'est pour ça moi j'ai parlé de vision du monde. J'ai dit Bardella a une espèce de hype parce qu'il a un côté jeune, gendre idéal, bien peigné, etc. De Fontaine aussi, hein. Et qui porte pas le nom Le Pen. De Fontaine aussi, on peut en parler après. Je sais que c'est ton chouchou. Mais en fait, ça, c'est accessoire. Justement, c'est pas ça qui fait ces 30%. Ou c'est 32. Moi, je pense qu'il fera moins de 30. On fera les pronostics après. Mais c'est justement qui continue de porter une vision du monde. Comme je l'ai dit, une vision du monde qui a été échafaudée dans les années 80, 90. D'abord avec des classes populaires ou intermédiaires en crise. Et que, comme l'a dit Paul, bah oui, effectivement, si tu mets une chèvre ou un tabouret avec cette vision du monde-là, bah, ça fait Valérie Pécresse. Ça fait déjà un gros score. Oui, Pécresse, ouais. Ça fera déjà un gros score.
Et puis effectivement, pour la classe de commentateurs qui se prennent pour des individus rationnels, qui pèsent le pour le contre, qui analysent objectivement tout ça, eh bien, eux, ils vont préférer le côté gendre idéal, non Le Pen de Bardella. Mais c'est assez secondaire, en fait. C'est assez secondaire. Ce qui est important, c'est l'adéquation, justement, à une conscience de certaines parties de la population et de leur donner un débouché politique. Et c'est là où on ne sera pas d'accord, c'est que je ne pense pas que le RN est, comme l'était le Pen père dans les années 80-90, le côté anti-système, etc. Je crois vraiment que le Bardella est en train de, on le voit d'ailleurs avec la déliquescence des Républicains, de recapter des classes populaires, intermédiaires et même plus bourgeoises, donc recréer le bloc de droite qu'on a connu en France, qui pouvait être très à droite, qu'on pouvait trouver, même chez De Gaulle, qu'on a trouvé après dans le RPR, etc. De classes qui peuvent être parfois ouvrières, assez âgées, blanches, assez libérales, qui sont pour la petite propriété, l'élévation individuelle dans le travail, la méritocratie, etc. Et ça, c'est des classes populaires qui ont souvent voté à droite et que Bardella est en train de reconstituer. Voilà. Oui, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, hein, il y a une véritable base d'adhésion qui est massive et que on ne peut plus comprendre le vote du Rassemblement national sous la forme d'un vote protestataire Ouais. au sens de ce qu'était le vote de Jean-Marie Le Pen. Par contre, il conserve, à mon avis, une capacité à incarner une contestation systémique auprès de certaines classes populaires que la gauche ne convainc pas. Et j'en veux la preuve que si on regarde le split de classe dans le vote entre ceux qui ont voté Rassemblement national et ceux qui ont voté Éric Zemmour, la ligne est extrêmement claire. Regardez, c'était intéressant de voir dans la campagne la montée médiatique de Zemmour et tous les cadres du parti du Rassemblement national se barraient chez Zemmour en ayant l'impression que ça allait être il allait ringardiser la machine RN, qui en plus à l'époque était empêtrée dans des scandales de corruption, dans son lien avec la Russie, etc. Et au final, si on regarde, ça n'a pas bougé, à l'exception, hein, en gros, ils ont perdu à peu près 13%, je crois, mais je cite de mémoire, il faudrait regarder entre 10 et 13% des électeurs du premier tour de Marine Le Pen en 2017 pour Zemmour, mais pas n'importe lesquels. Et si on regarde là où Zemmour fait ses scores, il fait ses scores à Cannes, à Nice, dans le 16e arrondissement et dans les endroits très bourgeois. Et en fait, je pense que avec le discours qu'il avait Zemmour, il ne parlait pas justement à cette base populaire, des classes populaires réactionnaires qui sont positionnées aujourd'hui sur un créneau réactionnaire, parce qu'il apparaît également comme un représentant du système au sens de c'est un journaliste, un bourgeois parisien qui parle en plus avec une façon où son discours nationaliste est un discours pour la bourgeoisie complètement fascisée, qui a été radicalisée dans le fascisme, mais qui ne parle pas à ces classes-là. D'abord parce qu'il est extrêmement néolibéral sur les questions sociales. Il fait même pas semblant, comme le RN, d'avoir un espèce de faux discours social chauvin. Et en plus de ça, parce que ça n'a pas de crédibilité, parce qu'ils ils ne sont pas représentés par cette espèce de diatribe très intello, mal goupillé, quoi. Ouais, Et c'est le paradoxe, c'est que les Le Pen, ils ont connu la vie de château et ils arrivaient à avoir cette connexion-là, patiemment installée par les efforts discursifs du père puis de la fille. Et donc, je pense que, bon, effectivement, on est d'accord hein, sur la vision, et c'est un vrai danger. Et puis après, j'ai juste pour suggérer un truc après, mais j'ai vu dans le chat tout à l'heure que ça parlait du fameux débat fâché mais pas facho. Mais peut-être qu'il faudra en reparler parce que je Parler de crois que Colombe. c'est un Moi, truc. je pense que vous êtes des Ouais, bourgeois voilà, qui crachez sur Colombe, alors que Colombe, elle est gentille, et si elle vote Bardella, bah, c'est parce que la gauche l'a abandonnée. Voilà ce que j'en pense, moi. Ok, ouais. Léon Desfontaines. Ça, c'est la vision de Léon Desfontaines. C'est pas fâché, mais pas, c'est pas fâché, mais pas facho. Chez eux, c'est facho, mais pas fâcheux. Tu vois, leur but, c'est de dire ça. C'est de dire, c'est pas Mais c'est grave qu'il soit intéressant, tu facho. vois, le cas de Colombe quand même, parce que j'avais mis l'autre jour
Un truc que tu avais partagé, Position Revue, sur ton compte, où tu as quelqu'un qui arrive et qui parle du racisme, en fait, de son expérience du racisme à Apolline de Malherbe. Et c'est assez glaçant, tu vois. Genre, le mec t'explique qu'il fait un entretien d'embauche et le gars, à la fin, quand il dit l'origine de son prénom ou de son nom de famille, je sais plus, le mec lui dit ouais, mais on prend pas de ça chez nous, tu vois, et il se barre. Et ça, évidemment, ça n'a pas fait le tour des plateaux, alors que Colombe, qui est sûrement quelqu'un de très bien, c'est pas le souci, on Non. nous l'a ressassé tout du long, que c'était voilà, que c'était vraiment la française de base, en gros, qui se faisait baiser et qui, du coup, votait Front National. Et après coup, on a appris qu'en fait, elle votait Front National depuis 30 ans, donc elle votait quand même Front National depuis l'époque du père, où elle était, il était ultra raciste et même libéral, tu vois. Enfin, du coup, c'est pas la même chose, tu vois. Mais on voit qu'on essaie de Mais nous vendre le vote Front National comme le vote du petit peuple qui n'a plus de pain pour manger et son pain est volé par les étrangers, quoi. ça date pas d'hier, ça date pas de tu roules là le truc, Non, mais moi, j'ai etc. pas 74 ans, tu sais. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais c'est c'est vraiment la logique depuis 30 ans qui a été d'abord été par l'aile droite du PS, les chevènementistes, etc. Puis ensuite Valls, mais qui a été de dire cette phrase, on en a déjà parlé, hein, pas du, mais euh, le RN pose les bonnes questions. Et il n'apporte pas les bonnes réponses, mais il pose les bonnes questions. Et ça, c'est déjà concédé comment dire, l'examen du réel, l'examen de la situation à ton adversaire et à ton ennemi. Quand tu te Mm. dis il pose les bonnes questions, ça veut dire qu'il a compris le problème. Et ça, C'est Fabius qui avait dit ça. Mm, exactement. Quand on n'a pas compris, quand tout le monde s'est mis là-dedans, à la droite forcément, mais même la gauche, Roussel, et ben Roussel, ça c'est voulait dire, exactement ça. ça Desfontaines, c'est voulait, exactement ça. voyez, ils disent, ils voient des choses qu'on voit pas, qui sont vraies, etc. Et donc c'était la pire des concessions. Et c'est pour ça, par exemple, que toi qui n'a pas 74 ans, mais qui connaît bien le monde de YouTube, etc. C'est pour ça que tous les gens de droite, les droitards, aujourd'hui te parlent du réel. Nous, on connaît le réel, on voit le réel, dans le réel, la gauche est déconnectée du réel, etc. Parce qu'en fait, ça a d'abord été une concession. Ça a d'abord été une concession. Et, et cette concession, elle est toujours alliée, c'est ce que je disais, avec une condescendance. Ah, mais les classes populaires blanches n'ont aucune sorte de rationalité, n'ont aucune sorte de projet, ils sont juste idiots. Et ils se font avoir par la gauche ou par la droite, les commentateurs en général, c'est ça. Et puis, ceux qui sont dans le fâché mais pas facho vont aller dire, bah voilà, ils se font prendre par le RN, par ces fausses solutions, etc. Les pauvres, etc. Donc, il y a au mépris de classe, moi je dis souvent, il y a une condescendance de classe et je trouve que Ruffin, il est là-dedans. Il est dans une condescendance de classe. Je comprends mieux que vous, je connais mieux que vous votre rationalité, vous êtes dans l'illusion, etc. Ça, c'est ce qui me semble être insupportable et qui n'a pas grand-chose à voir, je pense, avec on va dire l'éthos même des classes populaires. En général, on peut être beaucoup plus frontal avec ces classes-là. Et puis, c'est une mauvaise analyse parce que, comme l'a dit Paul tout à l'heure, en fait, c'est aussi des classes qui sont euh, aussi de droite, quoi. C'est le récit comme quoi c'était des classes communistes formées de gauche avec une conscience de classe qui sont passées de Georges Marchais à Le Pen, même si on pourrait interroger justement les dérives du PCF dans les années 80. Mais en tout cas, de faire croire que c'est une bascule comme ça, c'est absolument bidon. Mais c'est raccord justement avec un passage dans les années 80-90 d'une classe hégémonique intellectuelle qui a voulu taper sur la gauche de transformation, accompagner Mitterrand, et qui a commencé justement à dire voilà, la trahison du social, le sociétal, la classe ouvrière abandonnée. Ce que tu disais tout à l'heure, Paul, hein, qui est le discours d'un Zemmour qui ne s'est jamais intéressé à la classe ouvrière. Vas-y, je te laisse, Paul. Oui, mais je rajouterais un truc, c'est que effectivement, dans cette contestation du réel, il y a eu cette tentation qui a été très très enflée médiatiquement dans la volonté
de présenter la gauche comme juste un vote de bobo et comme la gauche ayant une absence d'ancrage dans des milieux populaires. Hein, c'était systématique, comme si il n'y avait pas une partie des classes populaires, y compris prolétarisées ou dans des positions du salariat, on va dire, soit industriel, soit dans tous les nouveaux secteurs des services qui sont prolétarisés, la logistique, etc., comme inexistante. Et là encore réapparaît finalement la question raciale, parce que la contribution en fait des populations issues de l'immigration postcoloniale à cette base du salariat prolétarisé est immense. Et il y a eu toujours cette volonté de ne pas les voir comme étant des ouvriers, des employés, etc. Et c'est effectivement là où Ruffin, Roussel et d'autres font comment dire, des erreurs d'analyse ou force le trait. Hein. Je rappelle qu'à la fin de la présidentielle, la première intervention de Ruffin dans le débat, à peine le premier tour est passé, et que à peine l'AFI fait son bilan, il dit oui, mais en gros, comment dire, on n'a pas des classes populaires. Il le dit un peu plus finement que le PCF, mais enfin, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire l'incapacité de voir que les classes populaires, elles ont aussi changé, qu'elles ne sont pas les mêmes, qu'une partie des classes populaires blanches ont effectivement adhéré à un projet raciste, hein, qui est la proposition du Rassemblement national qu'on évoquait tout à l'heure. Et, et bref, et du coup, Je je trouve pense qu'il est un peu qu'il entre y deux, a... Ruffin, sur ça quand même, parce que Ruffin, tu sais, il dit on a les classes populaires des banlieues, mais il faudrait aussi qu'on ait celle entre guillemets, la France périphérique, tu vois. Ce qui est plus Mais fin que Roussel quand même. non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit Ruffin, c'est Roussel avec un cerveau. Mais je pense que déjà, cette réadaptation de son discours est l'expression du fait que ça a gueulé en face. Et qu'on lui a dit, écoute, calme-toi, tu vois. Y compris dans l'analyse de sa propre circo, si on lit ses écrits, hein, dans son livre d'ouvrage, par exemple, je vous écris de la Somme, il explique plus ou moins que il connaît les deux. Parce que si on regarde sa circo à lui, il y a les quartiers de Amiens Nord qui sont des quartiers en fait populaires au sens de ce qu'on entend, à savoir issus avec un salariat marqué par l'histoire de l'immigration, et puis il y a de l'autre côté flics secours, etc., qui sont les zones dévastées de la désindustrialisation picarde, avec beaucoup de blancs, et il montre, et il cite les gens qui l'interrogent, hein, il dit les blancs me disent, il parle des cassos de Amiens Nord, au sens de les cas sociaux, et soi-disant, très vite, la collection se fait avec les assistés. Or, c'est là où on voit le problème de l'analyse de Ruffin, hein, c'est l'idée de refuser de voir que la confrontation, le pacte racial que propose le Rassemblement national en disant abandonnez les étrangers et vous aurez peut-être accès à la protection sociale, la préférence nationale hein, finalement, il refuse de la voir dans la question du travail. Dans son bouquin, il explique avoir enquêté auprès d'anciens ouvriers issus de l'immigration, soit turcs, soit arabes, etc., et qui disaient ou des Portugais qui disaient nous on a toujours travaillé avec des Arabes et des Turcs, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, il évacue complètement le fait que la classe ne peut pas être pensée sans aussi comprendre la question raciale, dans le sens où moi je suis pas très il faut ajouter la liste des courses, la race, la classe, c'est plutôt de dire moi dis-moi ta position de classe, et si tu ne dis pas ta position de classe en lien avec ta position de classe, je pense que ça n'a plus de valeur, parce que effectivement c'est pas un hasard si on retrouve dans des positions prolétarisées ou dans des positions de surexploitation des gens qui ont été produits comme dans une forme d'illégitimité à être ici, soit par l'illégalisme produit par la politique il y a des gens qui ont des papiers et des droits, d'autres non, etc. Et il y a un vrai problème là-dessus. Par ailleurs, sur ce que tu évoquais sur le tournant, j'en profite, je suis à ma bibliothèque, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, je conseille ce livre qui s'appelle Les ouvriers et la politique de Guy Michelat et Michel Simon, qui est un des derniers ouvrages. Bon, il date maintenant, hein, vraiment, mais qui est vraiment intéressant sur le vote politique des ouvriers. Et il montre effectivement qu'au moment de l'effondrement de la conscience de classe à partir des années 80, on a un lien direct entre l'effondrement de la conscience de classe et de l'autre côté, la montée de la xénophobie dans les milieux ouvriers, mais vraiment de façon assez intéressante. Et ce qui m'intéresse, c'est que justement, dans le discours de Ruffin, ce que je trouve faible,
en dehors de les fâchés mais pas fachos, qui est un peu le triangle des Bermudes de la politique française, dans lesquels tous les gens de gauche qui s'y engagent ont perdu à gauche parce qu'ils finissent toujours par dire un truc de facho, y compris quand la France Insoumise avait cette tentation en 2018-2019. Il y a chez Ruffin ce truc de, il identifie très bien l'effondrement de la conscience de classe ouvrière. C'est-à-dire, il dit, il y a la désindustrialisation, il y a le moment européen maastrichtien, etc. Mais comme il ne n'analyse pas comme un réseau d'organisations extrêmement implanté qui organise la vie quotidienne, qui a un sens politique noble, quoi, une politique du quotidien, il me semble que la seule proposition qu'il a, c'est une proposition discursive au sens populiste du terme. C'est-à-dire qu'il dit en gros, regardez la liste des métiers qui ont été les plus exposés au Covid, il faut en parler. Il faut parler des couvreurs, il faut parler des livreurs, il faut parler des femmes de ménage, il faut parler des auxiliaires de vie, ce qui en soi est très bien. Mais je crois qu'on ne peut pas remplacer une construction organique des rapports politiques au sein des classes populaires par une annonce une mise en avant discursive des positions que les gens vivent au travail. Et c'est là où il y a une faiblesse. Cette faiblesse, elle n'est pas liée que à Ruffin, hein. Elle est liée en général au lien que la gauche aujourd'hui a avec les classes populaires, de gauche et progressistes. Pour résumer très vite et caricaturer, il faudrait dire la France insoumise aujourd'hui, elle se distingue à gauche parce qu'elle est la seule à avoir une relation avec un certain nombre des classes populaires progressistes, mais cette relation-là est purement électorale et discursive. Ce qui est intéressant, puisque quand on l'a pas, on finit comme Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Mais quand on n'a que ça, on est dans une relation de fragilité qui explique aussi l'instabilité générale du bloc électoral de la France insoumise. Bref, du coup, Guy Michelat et Michel Simon, il y a ça, et ils avaient écrit aussi... Enfin bref, c'est vraiment un ouvrage à checker, même s'il date, parce que je trouve que si on avait un travail qui prolongeait ça, on aurait encore, on aurait peut-être le moyen de enfin poser la question de, mais du coup, comment s'organise cette fracture interne à la classe salariale au sens très large du terme, et on aurait enfin cette réponse de bah, comment ça se fait qu'on a des ouvriers qui, d'un côté, ont des demandes sociales réelles de protection contre le licenciement, la délocalisation, ou des ouvriers qui ont une conscience de ce que c'est la compétition internationale. Moi, j'ai eu la chance de faire des enquêtes ou de travailler avec des gens qui ont fait des enquêtes sur des bassins ouvriers désindustrialisés, où quand on leur pose la question de est-ce que votre boîte est exposée à la concurrence internationale, ils savent très très bien dans leur secteur, que ce soit la pneumatique, l'acier ou quoi, quel est l'état de la concurrence et comment ça peut leur faire peur pour leur emploi, etc. Mais comment ça se fait que ces gens-là ne votent pas à gauche? Et là, sans la question de... Bah, parce qu'en fait, ils répondent à l'appel du Rassemblement national à préférer une préférence nationale, etc. On n'a pas la réponse de comment ça se fait que ces gens-là votent la même chose que des petits artisans, par exemple, qui ont une vision très néolibérale ou très libérale du droit du travail, parce qu'ils sont des petits artisans, des petits producteurs. Et en fait, encore une fois, la chaîne d'équivalence, c'est le racisme. Mais bref, pardon, je suis un peu long. T'es entre... Non, mais bon, bref, c'est intéressant, mais ça amène à questionner justement. Là, tu as fait toute la critique, l'analyse du vote. Pourquoi le vote Front National, enfin Rassemblement National, et tu as commencé à embrayer un petit peu sur la gauche. Mais pour le coup, peut-être on pourrait demander un peu à la position. Je sais qu'il a bossé ces sujets, mais pourquoi est-ce que. Où en est la France insoumise aujourd'hui? On a l'impression quand même que. Il y a un socle, mais c'est fragile. On a vu Manon Aubry, là, je crois qu'elle a 7,5 dans les sondages. Alors, c'est pas si mal, à 15 jours, elle peut encore prendre des points, mais ça reste assez fragile. Et en face, Bardella a 35%, je crois, dans le dernier Rolling IFOP. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, je vais rajouter une chose, c'est-à-dire que je ne considère pas que, Paul l'a bien dit, la problématique aussi de l'analyse, c'est qu'on parle du vote ouvrier en faisant une analyse qui n'est pas matérialiste, qui est une analyse purement, on va dire, quantitative ou sociologique, qui ne croise pas avec les générations, les typologies d'entreprises, etc., la race, comme tu l'as dit. Donc ça veut dire que, par exemple, quand tu dis 35% des ouvriers ont voté un tel ou un tel, en fait, ils ne sont pas uniformes dans tout le réseau industriel français. Comme par hasard, comme tu dis, quand ils viennent des quartiers populaires, ils sont considérés comme d'abord par leur assignation territoriale et non pas par leur rapport de travail. Donc, le RN n'est pas un vote ouvrier. Par contre, effectivement, et c'est là où
quand on creuse, et Paul il a donné des bonnes pistes là-dessus, en disant bah voilà, c'est des anciens bastions ouvriers. Et d'ailleurs, Ruffin fait toute une légende autour de sa capacité à aller chercher des gens d'extrême droite, etc. Alors que la Circo de Ruffin, elle a toujours été à gauche, communiste, après socialiste et après Ruffin. Donc ça n'a jamais été il n'a pas repris une Circo d'extrême droite. Voilà, donc ça a toujours été une Circo de gauche. Donc déjà, ça c'est une mythologie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde à un moment donné déjà, l'abstention est majoritaire chez les ouvriers. Donc c'est déjà que les débouchés politiques sont anti-ouvriers, anti-classe populaire. Quand je dis ouvriers, c'est les employés, etc. Que si on regarde un peu, qu'on creuse, on a dans le tissu territorial, eh ben, on va voir par exemple des grands bastions historiques qui ont été désindustrialisés, donc l'Est, le Nord, l'Est, effectivement la Picardie, là où l'industrie par exemple à l'Ouest, dans les Pays de la Loire, etc., en Bretagne, beaucoup plus récente, c'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale, avec un tissu de beaucoup plus de petites entreprises. Hein, Paul, tu as peut-être des datas là-dessus, etc., de PME, où les gens s'identifient, qui sont beaucoup plus dynamiques, qui ont moins de tradition syndicale, etc. Et ben, c'est aussi des ouvriers, c'est aussi des employés, mais ils n'ont pas l'historique de la désindustrialisation comme on peut l'avoir des entreprises de l'automobile, etc. Donc tout ça, c'est quel type d'ouvrier vote Front National. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ça vient à ta question. Je fais juste une petite parenthèse pour dire, la gauche, ça fait très longtemps, dès les années 80, hein, on peut parler de ce qui s'est passé à Montigny-les-Cormeilles, on peut parler des propos de Pierre Mauroy sur les ouvriers en grève de Talbot, manipulés par des prêcheurs de l'islam, etc. Ça date pas des années 2000 avec Valls, ça a été dès les années 80 du PS au PCF. Ce qui est très intéressant, justement, c'est justement à la fin, pourquoi il est si fort, euh, 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 le RN, c'est que effectivement, il y a une masse d'ouvriers qui représente peut-être 20% de la classe ouvrière, des ouvriers employés en France, quand on compte l'abstention, etc., mais qui, eux, vont se déplacer de manière mécanique. Et là, ce qu'on va voir, c'est que si vous allez voir, par exemple, les votes ouvriers de Mélenchon, il est second, après Marine Le Pen chez les ouvriers, en 2022. Là, ce qu'on va voir, c'est que la masse, le nombre d'ouvriers qui ont voté Le Pen au premier tour de 2022 vont aller voter Bardella, alors que les ouvriers qui ont voté Mélenchon, eux, ne vont pas se déplacer. Et c'est ça qui fait les différentiels de vote. C'est parce que Mélenchon a perdu les ouvriers en suçant le Hamas. Mais pas du tout, parce que ce serait une présidentielle, il se déplace. Non, je sais que tu plaisantes en plus, mais et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, c'est qu'est-ce qui fait que, en plus d'être ouvrier, quels autres facteurs, quelles autres adhésions à des projets politiques, à des sujets collectifs, fait que, eh ben, à statut socio-professionnel ou à classe, rapport de classe identique, la captation du Front National est aussi forte, mobilisée. Et c'est ça, c'est un vrai fait. Et effectivement, derrière, bah, il faut aller chercher la race, le pacte, le débouché social qui est vendu, c'est-à-dire ce pacte raciste, concurrentiel, mais en excluant une partie de la population, c'est-à-dire concurrentiel entre blancs et dominateur et suprémaciste entre blancs et non-blancs. Voilà, faut pas se voiler la face. Mais le truc assez dingue, en plus, c'est que ces gens-là nous vendent une préférence nationale qui serait meilleure pour les Blancs, mais en réalité, c'est toujours un truc au rabais, c'est-à-dire on rajoute rien à la sécurité sociale, on va pas baisser la retraite pour les Blancs, mais on va juste enlever la sécurité sociale à une partie de la population qui sont des parties de la population immigrée ou racisée, quoi. Ce qui est, en fait, tu t'y gagnes rien. Je veux dire, en tant que Blanc, tu gagnes strictement rien, ça reste pareil, sauf que tu sais que ton collègue immigré, en fait, il aura pas la sécu, quoi. Donc il y a vraiment une douille.
Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la gauche, peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de l'extrême droite. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Paul, je te vois en train de parler. Si Et tu veux finir sur moi, ça, tu peux. je dois vous laisser un petit moment, ça se trouve, je pourrais me reconnecter. Donc, je te laisse faire des tunnels, Paul. Le mec, il m'a dit viens, et genre après, il se barre. Genre, tu sais, Et on il a m'a mis jeté sous le bus. une demi-heure à se connecter. Non, j'essaye de faire vite. Je suis désolé, Non, non, mais juste, oui, effectivement, pour aller dans le sens de position revue, je vais pas redire des trucs, mais il y a effectivement un écart de fidélisation de l'électorat qui est absolument ouf. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais plus travaillé sur les chiffres de 2017, donc ça date maintenant, mais je crois que la logique, elle est à peu près pareille en 2022, mais je serais plus à l'aise de le faire pour 2017. Mais regarde, quand on regarde la temporalité de la constitution du bloc électoral de Mélenchon et de Le Pen, on est vraiment dans des choses très différentes. À savoir, en gros, des fois, selon les différentes études, 6 mois avant l'élection, le Rassemblement national a déjà des 70, des fois 80% de son électorat qui sait qu'il va voter pour le Rassemblement national. Ce qui est largement pas le cas pour la gauche. Tu voulais qu'on introduise la gauche. En 2017, ça je suis sûr, en 2022, il faudrait regarder, mais en 2017, le vote de Mélenchon se fait en 3 tiers. 6 mois avant, tu en as un tiers qui savent qu'ils vont voter Mélenchon. Ok, tu as un tiers qui se dit, dans les études, convaincu par la campagne. C'est-à-dire que dans la dynamique de campagne et dans le repérage des gens pour savoir quelle gauche ils veulent mettre en avant, ils choisissent ça. Et puis tu as un tiers, un petit tiers, qui vont, comment dire, vraiment se positionner dans les dernières semaines. Et dans ce tiers-là, tu vas avoir à la fois des politisations tardives de certaines classes populaires qui, des fois, ont des rapports plus passifs au vote ou au débat politique du fait de leur position de subalternité dans la scène politique et dans le pays. Et donc, qui vont, on l'a vu, par exemple en 2022, l'effet, ils ont sous-estimé la participation dans certains quartiers populaires qui a fait largement remonter Mélenchon dans les dernières semaines. Et en plus de ça, il y a effectivement le vote captif des CSP+, type vote utile, qui vont quand même voter pour Mélenchon parce que c'est le vote à gauche et qu'il y en a qui ont quand même la dignité de se dire ça sert à rien de voter Anne Hidalgo. Et c'est cet électorat-là, CSP+, plus averse au conflit, qui reproche beaucoup les questions de forme à la France insoumise, qui a aussi une volatilité extrêmement forte et qui peut très vite repartir. Donc quand tu as en plus dans les élections européennes, hein, là on a des études qui montrent que 53% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ne compte pas se mobiliser. Plus le fait que l'électorat captif, lui, il se mobilise, mais tout de suite, il retourne au bercail des socialistes ou des Verts. Tu as une déstabilisation de ce que je disais tout à l'heure. L'alliance entre une partie des classes populaires et une partie des CSP+, elle est instable parce qu'on n'a pas trouvé de modalité de son organisation, avec une bataille, à mon avis, qui est claire et qui se répète à chaque bataille électorale, entre, d'une part, une participation des classes populaires vers une demande de rupture, parce que leur position sociale demande une rupture, ils ne peuvent plus attendre, et une partie des CSP+, qui, d'un côté, est portée vers le vote aussi, la France insoumise, ou l'option de rupture, par la radicalisation de leurs conditions. Hein, le texte que tu avais partagé là, dernièrement sur Twitter là, sur les transfuges de classe est intéressant. Il dit qu'à un moment, les transfuges de classe, c'est pas une question de positionnement intellectuel, mais c'est quand des conditions matérielles de ton existence te poussent aussi vers des positions de classe différentes. Tu vois. Et là, typiquement, on a connu ça. Tu vois, c'est juste pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un texte de Tran Duc Tao, c'est dans... je crois que c'est dans Marxiste et existentialisme ou un truc comme ça. Et ce qu'il dit aussi, ça va dans ton sens. À un moment donné, il dit convaincre en gros intellectuellement un petit bourgeois de devenir communiste, c'est un truc qui marche entre guillemets pas, parce qu'au moment où on aura besoin de lui, où ça chauffera, il trahira, tu vois, parce que ça restera un petit bourgeois, il aura encore ses conditions matérielles d'existence de petit bourgeois, et du coup il sera amené à trahir. Alors évidemment c'est en moyenne, quoi, mais ça c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait il faut la prolétarisation des petits bourgeois pour avoir pour rallier ce vote. En tout cas, je pense qu'il faut trouver un point d'équilibre entre les deux. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a de fait, pas une prolétarisation, mais il y a une dégradation réelle des conditions d'existence d'une partie
de CSP, on va dire plus, que on pourrait appeler, que Bourdieu appelle la main gauche de l'État. C'est-à-dire toutes les missions sociales de l'État auxquelles l'État ne donne pas les moyens de réussir. Et si on regarde les services publics, la dégradation des conditions des professeurs, des personnels de la santé, des travailleurs sociaux et d'un certain nombre de gens qui, entre guillemets, ont un niveau de qualification en tant qu'employés plutôt moyen ou en tout cas supérieur à ce que connaissent les classes populaires prolétarisées pour le coup, et qui vont basculer. Et le meilleur syndrome, c'est quoi? C'est qu'on a en 2017 Mélenchon qui pique un tiers de l'électorat Hollande et en 2022 beaucoup plus. Et c'est pas simplement lié à la performativité ou à la performance de Mélenchon à la présidentielle, c'est lié à la réorganisation structurelle des rapports sociaux à l'intérieur de la société, parce que on peut pas dire d'un côté il y a pénurie, austérité, destruction des services publics et ça, augmentation de la pauvreté, augmentation de la précarité, et penser que ça n'a pas de conséquences. Le problème étant que par contre, c'est vrai, il y a encore des catégories d'une gauche bourgeoise qui a les moyens sociaux d'être averse au conflit, d'être versé vers une solution, on va dire, une solution conciliatrice de la crise politique. Et c'est d'ailleurs symptomatique de la période, à savoir, à chaque fois qu'il y a une confrontation politique, en dehors, la Palestine a été un très bon exemple, mais au-delà de la Palestine, quand il y avait une polémique sur Médine aux universités d'été des Verts et de l'AFI, quand il y a eu la question de la marche contre l'antisémitisme avec les nazis du Rassemblement national, quand il y a eu, à chaque fois qu'il y a eu un moment où le pouvoir a été en capacité de mettre en accusation, c'est-à-dire de dire c'est vous ou nous, eh ben, la capacité, l'esprit de scission, comme dirait Gramsci, c'est la capacité à s'opposer et à assumer le conflit, il a révélé qu'il y avait des gens qui étaient plus que fragiles et que ces gens-là, eh ben, c'était justement ceux qui cherchaient une issue conciliatrice. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la stratégie qu'on a désignée tout à l'heure de Ruffin et de Roussel, de condescendance de classe et puis d'essayer de concilier les passions réactionnaires de certaines classes populaires de droite, elle s'allie parfaitement avec la stratégie plus SOSDEM de la forme, de la non-conflictualité. Ce qui montre que les deux sont un réformisme. Simplement, il y en a un réformisme qui est un réformisme opportuniste et en partie de refus de voir la fracture raciste, ça c'est Roussel et Ruffin, et de l'autre côté, il y a un opportunisme de cette petite bourgeoisie dont le PS et les Verts sont les meilleurs représentants et qui ont en plus un avantage tactique dans la période, pour reparler des européennes, c'est que leur socle électoral est tellement descendu à un niveau bas qu'en fait ils ont concrètement rien à perdre. Ils peuvent pas vraiment perdre beaucoup plus. Donc leur capacité à maintenir ce truc-là et à essayer de construire ce créneau-là n'est pas très dangereuse tactiquement, parce que qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Bref, Mais encore une oui, fois, oui. Non mais tu vois, non mais t'inquiète pas, c'est intéressant. On est là pour ça, typiquement ce genre de format, c'est pas pour faire du combini quoi. J'ai rien contre combini, mais voilà. Mais ça fait penser, tu vois, au vote des profs. Tu vois, les profs, c'est typiquement des gens dans cette situation-là. C'est des gens qui n'ont pas vraiment encore les conditions matérielles d'existence d'assumer une radicalité, tu vois. Pourtant, ils commencent à l'avoir. Pourtant, ils gueulent. Pourtant, Macron a déstructuré l'école, mais ils continuent à voter Glucksmann, quoi. J'ai vu un sondage, alors je sais pas si c'est sera exactement ça, qui dit 25% Glucksmann, quoi. Les mecs, ils se font dézinguer depuis 40 ans, mais il y a quand même, ils sont quand même fonctionnaires, il y en a qui sont en fin de carrière, donc ils savent qu'ils vont quand même avoir une retraite à peu près correcte en tant que prof ou des trucs comme ça. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des analyses, tu les as peut-être, entre les profs contractuels, tu sais, intérimaires, et le vieux prof qui gagne 2800 par mois et qui est à 5 ans de la retraite. Je pense qu'il vote pas pareil, tu vois. Parce que celui qui a 2800 par mois et qui a 5 ans de la retraite, il n'a pas les capacités matérielles pour l'instant d'assumer une radicalité, ou alors il fait exception à l'intérieur de sa propre sous-classe, quoi, en gros. Et il y en a plein des gens comme ça, et c'est pas, en fait, il y a même une scission qu'on voit aussi dans les syndicats et qui pose beaucoup de problèmes aux syndicats, entre les intérimaires et les gens qui viennent d'arriver sur le marché du travail, et ceux qui ont un CDI et qui commencent à avoir engrangé de l'ancienneté. On voit ça même dans des métiers qualifiés, les trucs genre ingénieur. Tu dis, je sais pas, à ton grand-père, je suis ingénieur, il se dit, ouais, il gagne 4500 € par mois. Sauf qu'en fait, si t'es ingénieur et que t'as 28 ans, tu gagnes 1800 € par mois, tu vois. Et en plus, t'as pas forcément un contrat à long terme, tu vois. Donc il y a vraiment ça qui est en train de se créer. Ce qui crée d'ailleurs le clivage générationnel. C'est ce qu'on appelle le clivage générationnel, qui est totalement dépolitisant, parce qu'on a l'impression que c'est l'âge qui fait le clivage, alors que c'est pas l'âge, c'est qu'en fait entre les jeunes et les vieux, il y a un clivage de classe, tu vois, presque. Donc ça brouille tout, tu vois. C'est pour ça, moi j'aime bien Salomé Saké, elle fait des bonnes émissions et tout, mais ça m'énerve quand on met en avant ce clivage générationnel comme si les jeunes d'un coup ils étaient devenus radicaux. C'est pas qu'ils sont devenus radicaux, c'est qu'ils arrivent pas à s'intégrer dans le marché du travail comme ils veulent. Ils ont pas accès à la propriété. S'ils veulent avoir des gosses, ben ils savent pas s'ils vont pouvoir payer pour leurs gosses. Enfin, c'est l'enfer, quoi.
Non, mais je suis complètement d'accord. Je pense que, comme tu dis, genre, ce qui serait plus juste au lieu de génération, c'est de regarder les cohortes générationnelles avec leur date d'entrée dans le marché du travail. Et effectivement, c'est encore une fois une question de conditions d'existence. Alors, sur la question de l'enseignement, pardon, il y a deux trucs. Moi, ce que je peux te répondre précisément, c'est que j'avais vu une étude à l'intérieur de l'ESR. Parce que moi, tu sais, je suis à l'université. Et effectivement, là, on peut voir que la hiérarchie de la précarisation universitaire rejoignait un vote de moins en moins à gauche, plus tu montais dans la hiérarchie. Sous-entendu, les gens comme moi, les doctorants, les vacataires, etc., le vote Méluche explose. Les maîtres de conf, ça dépend des disciplines aussi, bien entendu, mais tu vois, plus tu montes dans la hiérarchie, plus ça peut aussi avoir un vote de gauche, en tout cas dans les sciences humaines, hein, mais peut-être plus tranquille. Et dès que tu commences à aller sur les professeurs d'université, etc., alors là, tu retrouves du vote Macron, tu revotes des positions. Sur l'enseignement en général, il y a d'autres trucs. Je pense qu'effectivement, quelqu'un disait dans le chat, les instits votent à mort Mélenchon, mais il faut aussi comprendre pourquoi, parce que de fait, les instits, en termes de hiérarchie dans les études, dans le recrutement social des instits, bah, c'est quand même plus populaire, hein, on va pas se le cacher. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un truc particulier dans l'éducation nationale, mais ça, je l'ai des discussions avec ma famille, puisque mon père, jusqu'à sa retraite, a été enseignant, mon petit frère est également enseignant dans le secondaire, etc. Et il montre, il pointe eux du doigt le fait qu'il y a eu une destruction de la conscience d'être prof comme, comme une espèce de sacerdoce engagé. C'est-à-dire que, je veux dire, on a tous connu des périodes où il y avait quand même des profs de gauche où être prof avait revêté un sens politique ou était politisé d'une certaine manière. Hein, au moment où il y avait tous les mythes d'ailleurs sur par l'éducation on va pouvoir réussir l'intégration sociale. Je veux dire, ça a été une des stratégies des classes populaires progressistes que de miser sur le capital scolaire pour pouvoir réussir son intégration sociale. Enfin, on en a beaucoup vu. Il y a beaucoup de familles d'immigrés qui disent bah, je me suis battu pour être là et réussi à l'école parce que c'est la manière dont tu vas réussir malgré le racisme, malgré les discriminations. Alors que d'ailleurs, les études sur le vote Rassemblement national montrent que beaucoup de classes populaires blanches qui sont justement dans des bassins d'emploi désindustrialisés ou dans des bassins d'emploi un peu excentrés des grands centres urbains vont avoir au contraire des parcours d'études courtes mais très techniques, professionnelles, liées au métier sur place et qui vont plutôt avoir un refus de l'école, un refus de la stratégie de valorisation du capital scolaire et une stratégie de valorisation du mérite au travail. Et là, on retombe dans la valeur travail, le mérite de sa réussite par le travail, qui est quand même produit comme une non-conflictualisation de la question salariale, Mais notamment du fait que tu es inscrit dans un réseau de petits salariats où le patron, il est juste à côté de toi. ouais, ouais, Mais, ouais, mais il y pardon, avait ouais, tu voulais dire... un podcast, j'imagine que tu le connais, celui d'Hugo Paletta, qui parlait justement, il recevait un chercheur, je sais plus le nom du chercheur, mais je suis sûr que tu le connais, qui parlait justement de ça, de ces classes populaires, blanches, qui votent Rassemblement national, et il disait justement que tu avais tu avais un passage en fait des discours des artisans, des petits bourgeois de cette France qui vote Front National, qui passaient chez leurs employés. Alors que tu te dirais il y a une conflictualité de classe, mais en fait c'est des gens qui sont allés à l'école ensemble, c'est des gens qui ont cette impression d'être abandonnés par la ville, par la mondialisation ou je sais pas trop quoi. Et en fait la conscience de classe qu'il y avait avant dans les années 80 qui faisait que les employés ils pouvaient être communistes, aujourd'hui elle est plus du tout là, ou beaucoup moins en tout cas. Et les discours en fait des réactionnaires de droite classiques de ces gens-là passent beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, c'est Benoît Coquart dans Ceux qui restent, qui a un super ouvrage. Et on peut ajouter à ça, mais je crois que Hugo a aussi fait un podcast avec elle, Violaine Girard, qui a écrit un livre qui s'appelle le FN au village, et qui montre aussi les stratégies de cooptation dans la construction des centres, des petits pavillons, des petites propriétés du périurbain, une cooptation en fait discriminante pour éviter que des gens qui soient pas blancs ou qui soient pas considérés comme faisant partie du paysage local puissent s'implanter. Et donc l'autre, ce qui reste, Benoît Coquart, montre effectivement que ce qui est intéressant en termes de les petits artisans, etc., mais c'est en fait aussi tous les intellectuels organiques, si j'ose dire, du coin. C'est-à-dire que ça va être aussi l'avocat, le médecin, ou en gros les cadres qui ont été historiquement aussi les cadres de la puissance des républicains et de la droite traditionnelle.
pas de la droite macroniste, start-upeuse, conseil, finance, de la droite, les républicains, quoi, Ouais, le grand de la propriétaire droite terrien qui est qui maire pense du au peuple. village, oui, le prêtre, ouais, tout ça, ouais. Voilà, le prêtre et le propriétaire terrien. Et là, aujourd'hui, ben, ces gens qui ont des positions intermédiaires sur place vont avoir un effet d'influence, évidemment, dans les lieux de sociabilité, hein, puisque on regarde aussi les chaînes. Donc, ça nous amène quoi? Mais donc, du coup, ouais, il y a une question sur les profs. Mais je pense que c'est, tu vois, au-delà de la question du matériel, parce qu'effectivement, comment on a ravagé cette mission politique du prof progressiste, etc., ou en tout cas il y avait beaucoup de cocos, beaucoup de socialistes et tout, c'est aussi par l'introduction de gens qui n'étaient plus liés à un statut et à une mission de service public. La multiplication des contractuels, la multiplication aussi des plans de retrait, c'est-à-dire que des gens qui n'arrivent pas à réussir ailleurs dans ces classes moyennes, qui veulent se reproduire comme classe moyenne, vont trouver une facilité comment dire, en passant un CAPES. Et par exemple, je vais pas insulter les profs de maths, mais j'en connais Oh plein. là 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 Bah, là! moi, j'ai passé le CAPES de maths, comme ça, j'ai un statut pour me stabiliser, mais j'ai fait prof comme j'aurais pu faire de la compta, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Et vraiment, je pense que Tu as ça dit a prof de ouvert maths, c'est une le. sous-filière, quoi, un peu? Non, je dis juste que, tu vois, bon, je dis juste qu'en sciences humaines, la politisation à gauche est plus facile. Des profs d'histoire, j'en ai connu des profs d'extrême droite, mais enfin, des profs d'histoire, de sciences économiques et sociales, ou même de français. Bon, ça, voilà, il y a une politisation via la science humaine qui est certaine et qui a pu continuer ses missions. D'ailleurs, il faudrait regarder, hein, mais dans les syndicalistes, c'est pareil, il y a aussi des profs de sport, il y a plein de trucs, mais je veux dire, il y a beaucoup, enfin, je sais pas, moi, dans les gens avec qui j'ai organisé des moves au lycée, c'était mes profs d'histoire et mes profs d'éco, tu vois. Nathalie Arthaud, elle est pas prof d'histoire, Et hein? c'est ouais, je sais plus d'ailleurs. Et ce que je Elle veux est dire, peut-être c'est prof que bon, il y d'éco, a ouais. des gens qui, voilà, qui vont faire peut-être genre carrière dans l'éducation nationale, mais comme une position de stabilisation de classe, mais qui n'est pas vécue comme une sacerdoce politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer non plus cette sacerdoce politique qui a été construite comme l'espèce de temple républicain dans lequel on ne voit pas les couleurs, etc. Et qui montre aussi qu'il y a des vraies tensions, hein. Tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui dit abaya. Il y a une vraie question sur la question des profs et sur ça. Genre, tu vois, mon frère trouve horrible les formations sur la laïcité qu'ils ont, et il y a vraiment une espèce de dogme chelou qui maintient aussi les gens dans le vote PS sur des lignes printemps républicain, tu vois. Mais Ouais, bref. ouais, non, mais ça, c'est moi, j'en Euh, suis entendu parler de ça, ouais. Hem, il y a un truc dont on n'a pas parlé, dont on pourrait parler, c'est, François-Xavier Bellamy. Parce que j'ai l'impression qu'à travers lui, il y a un retour de cette, droite, tu sais, un peu ce qu'a essayé de représenter à un moment donné, Dupont-Aignan. Tu sais, la droite un peu, gaulliste, propre sur elle, ce qui est très étonnant parce que ça va à l'encontre de Ciotti, tu vois? Ciotti, pour le coup, est beaucoup plus vénère, tu vois plus qu'il marche sur les plates-bandes de Zemmour, de Bardella. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une stratégie de la droite, des Républicains, justement pour se différencier de à la fois Bardella et tout ce qui est vraiment fascisé, ou est-ce qu'il l'envoie au casse-pipe sur les européennes parce qu'en fait il n'a pas la main? Enfin voilà, t'en penses quoi de tout ça? Bah, je pense que Bellamy, c'était déjà le candidat d'avant, effectivement, et qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait envie de faire un tour de piste pour les Républicains, parce que, je veux dire, personne n'a envie de faire une Pécresse et de devoir mendier ensuite de l'argent. C'est un peu la honte. Mais je pense que c'est lié quand même à la diversité historique qu'il y avait à droite. En gros, François-Xavier Bellamy, c'est un peu la Versaillaise. Enfin, tu vois, réseau catho à l'ancienne. Alors que Ciotti, pour le coup, il vient de chez moi, et c'est la droite qui a comme, entre guillemets, concurrent, mais souvent comme allié idéologique, le Rassemblement national du Sud, c'est-à-dire le FN du Sud, qui est un FN raciste, et qui a une base bourgeoise, mais bourgeoise raciste, tu vois. Pas il a Encore une dit fois, un enfin, je veux FN pas dire, raciste, hein. Mais voilà, c'est je retiens ça, hein. non, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a même les travaux de sociaux font la différence entre ce qu'on appelait le FN du Sud et le FN du Nord, à savoir le racisme construit comme une proposition politique auprès de classes populaires blanches qui connaissent la désindustrialisation, et un racisme qui est un racisme bourgeois, en fait, qui est assis sur le fait que voilà, Nice, c'est une ville de retraités blancs qui ne supportent pas l'idée qu'il y a des Arabes dans leur ville.
Enfin, il Ouais. faut le dire comme ça, tu vois. Objectivement, ces gens-là ne sont jamais dans une position sociale pour laquelle ils pourraient penser que ces gens-là, qu'ils soient français ou pas, ou français ou immigrés, jouent un quelconque rôle de concurrence sociale par rapport aux positions sociales qu'ils occupent. Donc on est vraiment dans un racisme bourgeois qui a d'autres racines et qui a plus des racines de l'héritage ultra-réactionnaire et raciste d'une partie de la droite réactionnaire. Et donc, je pense que Bellamy, il est à l'image de ce qu'était Pécresse. Pécresse, je rappelle que c'est aussi la droite versaillaise. Il y a ça dans le parti et il y a une tension. Et en fait, elle est liée à la situation particulière qu'occupent les Républicains. Depuis le premier quinquennat, les Républicains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, Macron a quand même bouffé à droite. Il a bouffé la droite libérale dès qu'il est arrivé. En gros, il a pris les sociaux-libéraux et il a tout de suite annexé la droite libérale. Ça, c'est ce que disent Panon, Ballerini et Amable. Et la vérification se fait au sens où, après 2017, l'UDI disparaît. Tu sais, l'UDI, on entendait Mmh. beaucoup parler. Il y avait des alliances, UMP. Ah, même le Ça modem, enfin, disparaît. ouais. Tout ce créneau-là, ouais, voilà, le modem existe parce qu'on l'a laissé Oui, oui, oui. exister dans des, donc dans des alliances, mais enfin, ils sont consentis, ils sont tolérés, quoi. Le premier quinquennat, on a les républicains qui font une sorte de surenchère à droite. Ils se disent, ben, on va être plus à droite que Macron, mais pas nécessairement sur les questions facho. Ils le font beaucoup sur les questions économiques. La dette, ça va pas assez loin, ils vont Mais, pas assez loin sur les retraites. Toujours dans la surenchère sur Meilleur Habib, Philippe, il dit Ciotti. non, voilà, il faut la retraite à 65 ans, etc. Et en fait, pendant le premier quinquennat, ça marche pas du tout. Et au contraire, avec la pratique, ça c'est l'article que j'ai écrit chez Position Revue, avec la pratique d'un Macron qui a assumé à la fois une vision néolibérale hardcore et à la fois une reprise des éléments racistes, quoi. Islamophobie, McCarthy, et vraiment reprise du Rassemblement national jusqu'à la loi immigration maintenant, tu vois. On a le fait que les républicains n'ont pas du tout trouvé leur place. Parce que le vote de classe des bourgeois, il s'est largement porté sur Macron qui a très bien défendu leurs intérêts. Et du coup, ils se retrouvent dans cette situation où ils ne savent pas quoi choisir entre rejoindre le Rassemblement national parce qu'ils sont d'accord. Ça, c'est ce qu'a fait Thierry Mariani, qui, pareil, vient de l'UMP de PACA. Mais lui, il est cohérent. Il a dit, moi, je me reconnais plus. Et le jeu des républicains d'un côté et de l'autre n'a aucun sens. Et de l'autre, les gens de la droite qui voulaient faire du néolibéralisme sans nécessairement être aussi fachos, ils ont rejoint la Macronie. Ils ont Bien rejoint sûr. la Macronie. Et donc, je pense que là, on a dans les républicains les deux, quoi. Ils coexistent parce que leur situation politique en tant qu'organisation est à cheval. Ils sont vraiment le cul entre deux chaises et la possibilité d'une résolution de cette situation n'existe qu'à la fin de la Macronie. C'est-à-dire, quelle va être la réorganisation du bloc de droite? Est-ce que la Macronie va survivre à Macron? Et est-ce que cette espèce de bloc constitué autour de ce qu'a fait Macron va résister? En sachant que franchement, c'est quand même incroyable, hein. Macron, c'est un espèce d'énorme connard, mais en termes tactiques, il a énormément recomposé un bloc électoral qui était en faillite après l'expérience Sarkozy. Et c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire en termes de mouvements électoraux. Et donc, quand il sera plus là, est-ce que c'est un Édouard Philippe qui reprend la main et la Macronie survit à Macron? Et donc, du coup, les Républicains vont être amenés à soit complètement fusionner, soit scissionner quoi, entre ces deux options. Ou on estime que les macronistes ont fatigué le pays avec leur gueule, que aussi le niveau d'absence de personnel politique un peu viable, hein, puisqu'ils ont quand même mis sur le devant de la scène des gens aussi éclatés que Marlène Schiappa, Stanislas Guerini et compagnie, fait que les gens solides dans leur gouvernement sont d'ailleurs souvent des gens qui viennent de la droite, hein, Oui. Dati, Darmanin, Darmanin. Le Maire, etc. Et du coup, là, les républicains auraient potentiellement une carte à jouer en reprenant l'héritage, en disant ce bloc électoral, je le conserve, mais c'est la famille historique qui reprend, en sachant qu'il y a aussi, et je suis long, mais désolé, mais je pense que c'est important, il y a aussi une question qui est, quand la classe dirigeante est en crise, quand il y a une crise organique, le changement se fait en interne de la classe dirigeante. Et je pense que ce qu'on a vu avec la Macronie, qui était cette espèce de va-tout de la classe dirigeante qui voulait échapper au piège d'une fausse alternance entre le PS et l'UMP qui faisaient les mêmes politiques, c'était de dire on va mettre des intellectuels organiques, des secteurs dynamiques du capitalisme naissant, c'est ce que je disais tout à l'heure, la finance, le monde du conseil, le monde du conseil, McKinsey et compagnie, on l'a bien vu,
la Startup Nation, un certain nombre, voilà, les entrepreneurs slash innovateurs, même les influenceurs si on veut, VS l'ancien personnel qui représentait plus, encore une fois, le clocher, le propriétaire terrien, le médecin et l'avocat. En même temps, vu comment ils ont cramé le pays, est-ce que si la classe dirigeante, pour conserver le pouvoir, a besoin de revenir à cet ancien personnel politique et dire on va mettre de côté les fous furieux néolibéraux qui ont fatigué les esprits des gens, bah, c'est aussi une possibilité ouverte. Donc je pense qu'ils sont bloqués, la droite, là-dedans, et que Bellamy, il est juste bah, l'expression de la droite versaillaise catholique propre pour soi qui attend de trouver une solution. Par ailleurs, il peut être extrêmement facho. Hein. Simplement, il le dit avec un petit pull et une tête d'enfant de cœur. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. De qui on n'a pas parlé? On n'a pas parlé à la fois, de Marion Maréchal, même si on en a parlé au final en fond, mais c'est une candidature d'ailleurs j'ai pas regardé, on va regarder juste le rolling IFOP. Combien est-ce qu'il donne? Reconquête 6,5 quand même, hein, et les Républicains, ils donnent 7,5, donc c'est quand même un haut vote Reconquête, mais je pense qu'on en a déjà quand même parlé un petit peu. Les écolos, ça pourrait bien être les gros perdants de cette histoire, je trouve, parce que c'est des gens qui ont refusé l'alliance en étant persuadés qu'ils allaient faire au moins 5%, mais sûrement plus que la France insoumise. Et au final, là, ils sont donnés à 5% pile. Ils sont en train de se faire désosser par Kluxman. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Moi, j'ai l'impression que ELV est un petit peu fragilisé par leur conflit interne, notamment par la figure de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui n'a pas, je pense, la même confiance du milieu un peu vraiment plus libéral, on va dire, un peu bourgeois qui pouvait voter ELV, parce qu'en fait, si tu veux voter Sandrine Rousseau, tu vas voter France Insoumise, tu vois. Et j'ai l'impression du coup que ELV c'est un peu décrédibilisé par ce côté-là, et du coup c'est fait bouffer par Kluxman, ou au moins tu votes Kluxman, tu sais pour qui tu votes, quoi. Tu votes pour quelqu'un qui est libéral, atlantiste, européiste, qui va te promettre une Europe écologique qui fera pas, mais voilà, je pense qu'ils se sont fait avoir à ce niveau-là. Après, est-ce que ça aura une réelle incidence pour la suite? Je suis pas persuadé que les européennes aient tant d'incidence que ça pour la suite. Ouais, si tu veux parler un petit peu peut-être de LV et puis de Reconquête, mais Reconquête, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on a déjà un peu parlé de tout ça. Oui, bah, écoute, effectivement, moi, tu parles du conflit interne. Comme je te disais au tout début de l'émission, moi, je crois que les phénomènes de personnification ne sont pas en soi intéressants, mais par contre, ils sont toujours illustratifs de quelque chose. Et en gros, je suis d'accord sur la question du conflit. C'est qu'en gros, les Verts se sont écharpés, et le meilleur exemple de ça, c'était la primaire des Verts, sur quel est le point d'attache des écologistes avec la gauche. Si vous vouliez la social-démocratie, il fallait voter Yannick Jadot. Et si vous vouliez une gauche qui a une prétention plus radicale, il fallait voter Sandrine Rousseau. Et c'était vraiment dire avec qui on voyage. La gauche radicale institutionnelle, au sens électoral du terme, ou la gauche social-démocrate traditionnelle. D'ailleurs, je rappelle que Jadot avait fait avec, c'est pas Jadot, mais il y avait déjà Hulot, etc., qui avait fait des programmes, des propositions avec un certain nombre d'associations qui étaient à la fois du christianisme de gauche, des réseaux type ce que serait la CFDT dans le monde associatif. Hein, et donc, c'était vraiment ça. Et en gros, moi, comment je l'analyse, c'est qu'ils ont été incapables de choisir, ce qui est quand même le grand drame des écolos depuis le début. Hein. Ils sont incapables de choisir parce qu'ils se sont construits sur des histoires militantes très différentes. Dans l'écologie politique, il y a toujours eu des luttes extrêmement radicales et une économie extrêmement bourgeoise, du fait que porter des besoins qualitatifs au centre de l'arène politique était aussi une possibilité pour des gens qui avaient déjà résolu leurs problèmes quantitatifs, c'est-à-dire combien d'argent tu as, etc. Je dis pas que les besoins qualitatifs, en termes de qualité de vie, en termes de vision du quotidien, etc., ne sont pas importants, bien au contraire. Je dis que c'est plus facile de les développer depuis une certaine position de Bah, classe. on en revient au texte dont on parlait de Tran Ductao, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit on commence à se battre pour des valeurs, soit quand le prolétariat accède un peu à la classe moyenne, soit quand on est un petit bourgeois qui se prolétarise à ce moment-là, enfin, ou quand on est un petit bourgeois, on se bat plus pour des valeurs. Quand on est dans une mer de noix, on se bat pas pour des valeurs, on se bat pour bouffer déjà. Oui, et ce qui implique des paradoxes du genre les classes populaires sont les gens qui polluent le moins et qui sont le plus touchés par contre par les désastres de l'écologie, mais que c'est pas forcément le sujet qu'ils vont politiser dans leur activité pratique, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des idées très claires sur la question écologique. Et donc du coup ce refus du choix,
il a laissé le parti dans une situation compliquée parce qu'en plus, il s'est matérialisé comme une vraie division interne, une vraie confrontation. Et là arrive le choix du parti, hein, ça c'est les décisions de congrès et tout, qui est intéressant. D'abord, ils mettent Marine Tondelier. Marine Tondelier qui est une vraie bosseuse, hein, elle a une bonne réputation de quelqu'un qui travaille beaucoup, etc. Et qui a pour mission, mais vraiment, de mettre de l'ordre dans le parti et de sortir de ça. Hein. D'ailleurs, je rappelle qu'ils caracolent, ils pensent que les européennes, ça va bien se passer à l'époque. Ils disent l'objectif que se fixe Marine Tondelier, c'est de faire 1 million d'adhérents. C'est quand même le truc le plus rigolo qu'on ait vu sur la scène politique depuis la candidature d'Anne Hidalgo. Et elle dit, pour le faire, elle essaye de changer les statuts, parce que le parti est ingouvernable. Et en fait, le problème, c'est comment on sort de ce non-choix. Comment on sort de ce non-choix, parce qu'il y avait en gros 50-50 dans les primaires des Verts. Et là, en fait, les Verts font, à mon avis, c'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est pas une vérité absolue, hein, ils font le choix de renouer avec le positionnement historique qui est nous considérons que l'écologie politique est une grille d'analyse en soi, différente du reste, qui va s'imposer comme une grille d'analyse, comme il y a eu le communisme pour le XXe siècle, comme il y a eu le libéralisme à un autre endroit. Et donc, du coup, on renoue avec le positionnement, il y a la gauche et les écologistes. On peut cheminer ensemble, mais l'écologie en tant que telle est la grille d'analyse qui va conquérir le siècle. Ben, ok, Bruno Latour, exactement. Et on voit bien que c'est une erreur d'analyse profonde. Pourquoi? Parce qu'au même moment, les projets de la lutte écologique, paradoxalement, qui a été en partie porté par ces gens-là et par la galaxie écologique, montrent plutôt une régénération des grilles des autres. C'est-à-dire que dans la sphère marxisante, ou en tout cas gauche radicale, ça permet une régénération des grilles, notamment de classe, mais sur la base de la contestation, par exemple, du productivisme. On a la tentation à l'extrême droite, pour essayer de répondre à la question écologique, d'essayer de développer une espèce d'écologie du localisme, c'est comme ils disent, en mode on aime nos paysages et nos forêts, on est contre les éoliennes. Et en fait, chacun va essayer de réorganiser ses propres grilles d'analyse en incluant la question. Or, eux, ils pensent que c'est la question qui va s'imposer aux autres. Et c'est qui les bloque complètement pour avoir une quelconque assise populaire. Et en faisant ce choix, ils se plantent effectivement violemment, je pense. Ils ne tirent pas les bilans du fait qu'ils ont été en échec sur la poursuite de cette ligne. Et donc, du coup, on a comme conséquence le fait qu'ils se détachent non seulement électoralement de la sphère qu'ils auraient pu occuper, mais en plus de ça, ils sont dépassés par des acteurs de la galaxie écologique qui, eux, font le choix. Le meilleur exemple, c'est les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre et un certain nombre d'actions. Il y a eu une période avec XR, Extinction Rebellion, où on a testé des moments de désobéissance civile assez mignons, parce que c'était une désobéissance civile qui était plus mise en scène que véritablement réelle. Quand tu occupes la place du Châtelet avec l'autorisation de la préfecture de Paris, je dis pas que c'est pas bien de le faire et que c'est pas une belle action. Mais enfin, t'es pas dans une désobéissance incroyable quand tu as déposé en préfecture ton rassemblement. Mais on a commencé à voir des mouvements de gens qui voulaient prendre au sérieux ce qu'on dit le chat tout à l'heure. Une écologie de rupture, une écologie qui n'est pas du jardinage, et les intifadas du terre-terre, comme dit Fic de Barbarie. Et bref, c'est les acteurs de l'écologie politique, eux ont choisi de dire non, nous, ça suffit. Le lien avec la social-démocratie ou le truc ni droite ni gauche au-dessus des trucs, c'est pas possible. Et qui sont engagés dans le mouvement réel. Et donc, on a effectivement les écolos qui perdent, qui perdent complètement pied parce que chez les CSP+, à qui ils pouvaient parler, autant voter Glucksmann, autant voter pour Glucksmann, ou chez les écolos qui sont très attachés à la question écolo, ils ne sont pas satisfaits du package qu'ils ont vendu, qui est en plus particulièrement catastrophique. C'est-à-dire que, pareil, je parlais de christianisme de gauche tout à l'heure, pas du tout de façon stigmatisante. Il y a un lien historique entre une partie du mouvement écolo et les chrétiens de gauche. Je rappelle que Cécile Duflot était issue des JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Et là, on a la caricature intégrale avec Marie Toussaint, quoi, qui est vraiment genre aimez votre prochain et Dieu vous le rendra. Sauf que Dieu, il rend pas les électeurs, tu vois. Et donc, catastrophe, ils se font complètement happer. Mais ce que je observe d'ailleurs, c'est que vraiment, ça, c'est pas Lombarini qui disait ça aussi. Si on regarde le total SOSDEM, enfin PS vert, vraiment, c'est un jeu de verre communicant et il n'y a pas véritablement de. Ça mange pas trop sur les marges. Ils sont en pourcentage assez haut parce qu'il y a aussi une question de participation différenciée à l'élection, mais on sait bien que enfin voilà, à la présidentielle, ça fait 6%. Comme Benoît Hamon avait fait 6%.
Donc c'est juste en interne, une compétition interne, mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent beaucoup et ils prennent peu à la FI, dans le sens où ceux qui ont voté FI à la présidentielle mais qui votent pour eux maintenant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui ont été électorat captif, contraints par la forte participation des classes populaires à l'élection présidentielle, mais qui n'était pas nécessairement un vote ancré, quoi, qui était un vote captif, encore une fois. Et ne croit pas à l'action militaire des militants des flash mobs d'Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, moi, typiquement, tu vois, en gros, c'est pas une débilité en soi de dire il faut que les Il est de formes retour. de la mobilisation politique, elles soient un plaisir, tu vois. Je me rappelle de Emma Goldman qui dit si dans la révolution on peut pas danser, c'est pas ma révolution. Simplement, il y a manière et manière de faire. Et quand tu le fais d'une manière caricaturale, de gens déconnectés de toute question quantitative, c'est-à-dire de moyens qu'on a besoin de te donner pour vivre, les gens ils te détestent parce qu'ils te disent mais espèce de sale con, genre arrête de danser en cercle sur scène, genre quand est-ce que tu me parles de l'augmentation de mon salaire? Mais tu vois, c'est vraiment un peu ce qu'on disait avec d'autres candidats qu'on foirait, c'est des candidats qui refusent le clivage en fait. C'est des candidats qui refusent. Elles se disent ouais, l'écologie, ça permet de refuser le clivage. C'est toujours des gens qui essaient de mettre une pastille sur ce clivage qui est de plus en plus évident, ce que sur la chaîne on appelle moïsation souvent, mais c'est-à-dire on a le choix en fait. Il y a soit tu deviens de plus en plus un libéral autoritaire raciste, soit tu es pour le progressisme écologique, social, féministe, antiraciste. Il y a des pôles qui sont en train de se former. Et puis il y a des gens, ils se disent ah ben non, mais je vais mettre une idée au-dessus. Ça va être l'idée écologique ou alors tu as les Léons des Fontaines-Manteau ou d'autres qui vont être là. Non, mais en fait, il faut parler avec tous et il faut arrêter le clivage. D'ailleurs, j'ai envie de dire ça parce que comme on a mis en avant De Fontaine dans l'intro, je trouve ça quand même incroyable pour un communiste, c'est-à-dire pour quelqu'un qui considère que l'histoire est faite de lutte des classes, de refuser le clivage. Je comprends même pas comment ça peut venir à l'idée de quelqu'un. C'est-à-dire, on se dit, on va faire la lutte des classes, mais sans lutte des classes en fait. On va faire la lutte des classes sans cliver parce que l'autre classe sinon peut le prendre mal. Mais c'est quoi la lutte des classes si ce n'est justement s'opposer à une autre classe, tu vois. Au bout d'un moment, tu es obligé que la personne te prenne mal. Si tu es accepté par toute la bourgeoisie, c'est qu'il n'y a pas de lutte des classes et que tu es en train de voiler en fait et de rendre confus pour le coup le clivage. J'arrive et Et vous c'est êtes ce qu'on disait tout à l'heure sur leur réforme. C'est ce qu'on disait sur leur. Ah, pardon, tu veux parler Non, mais Mais j'arrive et vous êtes en train de juste dis un mot, les et après verts. je te laisse faire un tunnel. Mais je suis d'accord, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le réformisme de Roussel, etc. C'est qu'encore une fois, quand je dis réformisme, c'est qu'il y a de l'opportunisme. Bien sûr, ils se disent pendant que les autres perdent des plumes, peut-être que moi j'en perdrai pas, et puis ça me permet de parler dans les médias, hein, d'être la coqueluche médiatique des médias de droite. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une question de réformisme. C'est-à-dire que quand on parle de valeur travail, ça veut dire on flatte les gens dont je parlais tout à l'heure, qui sont des classes populaires, qui investissent dans le mérite au travail comme signe de leur reconnaissance et de leur intégration sociale. Mais ça a un coût politique, c'est on refuse de combattre la question de l'exploitation du travail. Alors, pourquoi on refuse de le combattre? Parce que c'est dur. Parce qu'effectivement, dans le petit salariat, la conflictualité sociale elle se porte des fois moins au sein de l'entreprise parce que c'est compliqué, parce que son patron le connaît, il gagne 200 € de plus et que c'est pas l'ennemi en soi. Le meilleur exemple de ça, c'était les Gilets jaunes. Un mouvement du petit salariat qui se fait en dehors des jours ouvrés, pas par la grève, en dehors des lieux de l'entreprise. Quand tu avais occupation d'usine, etc. Là, on est ailleurs. Et qui s'adresse à quoi? À l'État en tant que l'arbitre qui fixe le niveau du SMIC, le niveau des prestations sociales, et qui d'ailleurs, quand l'État lui tape sur la gueule, dit bon, bah, il faut faire le RIC, c'est-à-dire il faut court-circuiter l'État et décider nous-mêmes. Mais on n'est pas dans une politisation de la lutte des classes à l'intérieur de l'entreprise parce qu'elle est difficile. Et elle est difficile parce qu'il y a une réorganisation des structures de position, de classe, une atomisation du salariat, un système de sous-traitance de l'économie qui fait que les liens entre les différentes strates du salariat sont beaucoup plus éparpillés, etc. Mais je pense que c'est pour ça que la stratégie de conciliation, c'est, toi tu dis mobilisation, moi vraiment je dis stratégie de conciliation, d'issue conciliatrice à la crise. Vraiment, j'ai écrit là-dessus dans Position Revue. Tu vois, sur la valeur a travail, compris que de toute je manière, suis un peu entre deux par rapport à toi parce que il y a quand même la question de l'aliénation aussi derrière tout ça, c'est-à-dire que rendre
enfin, si tu veux, le travail à la fois peut être vécu comme un truc, oui, on va dire ah oui, c'est bien, je souffre au travail, c'est vraiment super bien et tout, mais à la fois, les classes populaires sont parfois attachées à leur travail et ça peut être intéressant de parler du travail. Je veux dire, j'ai du mal des fois avec la critique totale de Roussel, comme si Roussel il était en train de dire ouais, c'est super bien de se faire exploiter par son patron. C'est un peu fallacieux, c'est pas vraiment ce qu'il dit, tu vois, et je pense qu'en tant que marxiste, on a un discours à porter sur le Non, travail mais, qui est pas le discours de dire ouais, non, le travail, on s'en branle, tu vois. non, mais Non, mais je ouais. dis pas qu'il dit c'est bien de se faire exploiter. Je dis qu'il dit en gros que si les gens étaient un peu mieux payés et que comment dire, ils avaient des meilleures conditions, ce serait satisfaisant. Qui est en fait une vision très social-démocrate de la répartition des richesses à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a pas de remise en cause du fait qu'il y ait un patron déjà. Ou des fois, ils font quelques formules pour dire qu'ils sont communistes, mais véritablement, je t'assure, quand ils parlent de valeur travail, ils flattent les gens qui trouvent satisfaction dans leur travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, encore une fois. Mais je suis désolé, moi je ne crois pas une seule seconde à la satisfaction des gens qui travaillent sur les chaînes comme intérimaires dans les abattoirs de Charal, tu vois. Je dis pas que les gens ne veulent pas bien faire leur travail. Ça, bien sûr qu'il y a une conscience de vouloir bien faire, c'est-à-dire une idée de dire que quand tu es tâché de faire quelque chose, bah, y en a qui ont envie de bien faire. Mais justement, le capitalisme interdit la possibilité aux salariés de véritablement bien mener les tâches. Toutes les études de sociaux du travail post-guerre montrent que, bah, en fait, il y a le travail prescrit par le patron, il y a le travail réel dans lequel les ouvriers développent d'ailleurs des gestes ouvriers, des techniques particulières pour à la fois répondre aux impératifs de la production et en même temps faire mieux le travail pour répondre à ces impératifs et qu'ils maîtrisent bien mieux le travail tel qu'il devrait être fait. Mais vraiment, sur la valeur travail et tout, je pense que y a une partie de la bonne foi, je comprends, sur les gens qui ont un attachement. Mais cet attachement, encore une fois, à quoi? Au fait Non, mais que tu vois, ce que je veux dire, c'est que je des réalise fois, bien on doit avoir les un problèmes discours de la qui merde pour le dépasse, si tu veux, capital. la critique de la valeur travail. C'est-à-dire qu'on doit avoir un discours de réappropriation du travail. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mec qui bosse dans une usine de merde où ça pue, où les conditions de travail sont merdiques, où il se flingue le dos, c'est de la merde, tu vois. Mais voilà, on peut pas porter un discours non plus juste simplement de critique du travail parce que le travail, en fait, c'est dur et c'est aliéné, tu vois. Genre, c'est Non, plus mais compliqué que ça, je trouve. on doit pas avoir. Je reviens dans le game, hein, mais Tu maîtrises pas les débats sur l'aliénation. Laisse-nous parler entre grandes personnes. quand tu auras travaillé dans ta vie, tu en parleras de la valeur travail. Mais, Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé si je fais une Clio 2 voies dans 20 ans. Je suis extrêmement vexé. mais non, non, mais moi je suis pas d'accord. C'est indispensable d'avoir un discours sur le travail, sur la production quand tu es de gauche et encore plus quand tu es communiste. Euh, mais c'est pas une réappropriation de la valeur travail. Et c'est vraiment le problème. J'ai dit Là, réappropriation du travail. t'as dit réappropriation de la valeur travail. Les gens reverront. Les gens écouteront le replay. Parce que justement, la valeur travail, c'est justement la valeur bourgeoise. Mettre le travail et tout ce que ça met derrière sur cette valeur de se réaliser à travers le travail, à travers l'enrichissement personnel, etc. Ça c'est l'idéologie de la bourgeoisie. L'idéologie de la bourgeoisie, à la base, à sa racine, la bourgeoisie s'est séparée du féodalisme justement parce que elle travaillait pour elle-même. Elle ne travaillait pas comme serf, elle ne travaillait pas comme elle n'avait pas de fonction comme pouvait être l'aristocratie, etc. Donc c'est clairement une valeur bourgeoise et comme l'a dit Paul juste avant, qui est hégémonique et qui sert à la domination du prolétariat. Le rapport du prolétariat au travail, c'est comment dire ça, euh, le fait d'être souverain dessus, le fait de, 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 de ne plus dépendre du bourgeois pour travailler, le fait d'être directement producteur de sa vie. Le travail, le travail, c'est déjà implicitement le rapport. Alors, on peut parler du travail comme Marx dans le livre 1 du Capital, c'est-à-dire il y a le travail salarié du capital et puis il y a le travail au sens du métabolisme de l'homme et de la nature. Donc il faut faire la différence entre les deux, entre une valeur transhistorique et une valeur très historique. Mais quand on parle de la valeur travail, quand les partis politiques parlent de la valeur travail aujourd'hui, c'est justement ce travail-là.
Voilà, merci. Donc ça, c'est pas le capital, c'est le livre 4, comme on dit, ou comme on dit plus. Mais ah non, c'est le livre 1, je crois que c'était les thèses que tu avais montrées. Mais voilà, donc Ouais, dans j'organise un séminaire en ce moment dessus, c'est pour ça. et donc donc la façon dont la valeur travail est reprise par Ruffin, par Roussel, c'est vraiment la reprise du travail de la vision du travail, alors bourgeoise ou au mieux keynésienne. C'est-à-dire où le plein emploi, où il y a une redistribution du capital et du travail un peu plus proportionnée, je ne sais pas comment dire, Paul, égalité, enfin, tu vois, de la De production totale. répétition. Et tu vois, et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le cœur même du socle dont on parlait tout à l'heure, des ouvriers qui votent RN, qui sont soit des ouvriers en crise, soit des ouvriers en pré-crise ou en réaction. Ça, ceux qui sont en crise regrettent, on va dire, euh, la période faste de l'ouvrier de la production française où les ouvriers représentaient 35%, où il y avait le plein emploi, où il y avait un moyen de se réaliser par son salaire, etc. Donc ça, c'est ceux qui ont été désindustrialisés. Et effectivement, il y a cette captation-là. Ou alors des ouvriers, comment dire, neufs, post-45, dans des secteurs industriels récents, l'agroalimentaire, dans des territoires. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que les années 70, on parlait tout à l'heure des ouvriers. Quand on parle des ouvriers comme Violaine Girard en parle ou Benoît Coquart, etc., c'est dans des territoires qui ont été construits dans les années 70, dans des zones où il n'y avait pas d'industrie. Hein, Paul, je pense que c'est indispensable de voir ça. C'est-à-dire, c'était des zones franches qu'on créait, c'est-à-dire où on a dit au patron, ben non, vous allez sortir des grands bassins industriels parce qu'ils ont construit des traditions syndicales, c'est le bordel. Dans les années 70, il y a des contestations, il y a des grèves, il y a des manifs. Et dans les années 70, on a été créé des industries dans des zones non industrielles, donc qui sortaient de la paysannerie, par exemple, parce qu'il y avait une concentration du capital agricole et qu'il y a eu de plus en plus d'agriculture de masse. Voilà. Et donc, on a fabriqué des ouvriers récents dans des zones effectivement avec un peu moins d'immigration, avec beaucoup plus d'attachement à la petite propriété, etc. Et ben, ce néo-ouvriérisme, ces nouveaux employés, ces nouveaux ouvriers, c'est aussi le socle de Marine Le Pen. Donc, quand on vient sur les terres de Marine Le Pen, qu'on parle du travail comme ça, eh ben on se trompe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à aller dire, quand on est de gauche, on va aller chercher, on va parler à la classe ouvrière. La problématique, c'est de dire, on va aller parler à la classe ouvrière qui vote Front National. Parce que ça, c'est pas la même chose. Parler à la classe ouvrière, c'est essayer de construire un pacte avec le salariat, avec les employés, les ouvriers, total, dont le cœur du discours, ça va être le rapport de classe. Voilà. Et donc, le rapport au travail, le rapport, je sais pas, au nombre d'heures, etc. Le rapport à la démocratie dans l'entreprise, par exemple, ce genre de choses. Mais parler à la classe ouvrière qui vote RN, c'est déjà un noyau qui est animé par une certaine vision du travail. Une vision du travail libérale, une vision du travail concurrentiel, une vision du travail où dit il n'y en a pas pour tout le monde. C'est pour les plus méritants. Ceux qui travaillent pas, c'est des cassos, ou c'est des feignants, ou les syndicalistes, c'est des branleurs. Voilà, ça existe, quoi. Donc, et la gauche se trompera toujours quand elle voudra aller chercher cette fraction-là de la classe ouvrière. Peut-être qu'effectivement, moi je considère qu'il faut parler fondamentalement aux classes les plus laborieuses, les employés, les ouvriers, etc. Et que peut-être qu'en ayant un discours centré là-dessus, il y a peut-être des gens qui ont voté RN qui vont voter pour la gauche, pour un pacte égalitaire de gauche. Mais c'est pas la même chose d'aller centrer ça sur un débouché ouvrier et donc que des gens se rendent compte d'une erreur ou transforment leur conscience, que de directement faire croire, et ça c'est la problématique, et c'était la problématique qu'on a vue avec l'effet Colombe là,
de directement faire croire que le centre de la classe ouvrière la plus précaire, la plus violentée, la plus en besoin de gauche, ce serait celle qui vote RN. Ça, c'est la bêtise de la gauche qui se fourvoie et qui fait en sorte de faire gagner des points au RN à chaque fois. Bien sûr, mais je voulais juste, préciser parce que, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Moi, quand je parle de se réapproprier le travail, je parle de, par exemple, de démocratie dans le travail. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qu'on doit porter à gauche, c'est-à-dire d'avoir un certain discours autour du travail, qui fasse un peu rêver, qui propose des projets, mais même Mélenchon est assez bon pour ça, tu vois? Même quand il parle, tu sais, un peu il fait un peu l'écologie, mais où il te dit: «Ah ouais, on va construire ça, machin, il y a des grands projets». Pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire se réapproprier le fait que le matin, on va aller bosser pour un projet qu'on va pouvoir contrôler et qui servira à la population, tu vois. Et je pense que des fois, on tombe dans une caricature qui est le duo Roussel-Rousseau. Hein. C'est Roussel qui dit ouais, la valeur travail comme un droitard, un peu, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, même s'il a aussi ce discours-là à gauche, au PCF, il y a aussi un certain discours de réappropriation du travail, évidemment. Et il y a Rousseau qui répond non, mais le travail, en fait, c'est fatigant et on a le droit de pas aimer le travail. Ce qui est vrai aussi, on a le droit de pas aimer le travail, évidemment, mais je trouve que ce duo est mortifère pour la gauche parce qu'en fait, on doit avoir un discours de réappropriation du travail. Et je pense que c'est ça le discours communiste au fond. Alors il peut être parfois, il y a des autogestionnaires, il y a différents types de réappropriation, mais je pense qu'on doit avoir ce discours-là. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, le droit à la paresse, j'ai beaucoup aimé le lire. Je pense qu'elle le cite comme une référence, comme quelqu'un qui la lit sur Wikipédia et qui n'a pas compris le message, comment il se positionnait dans le débat de l'époque. Mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'à un moment, Position Revue disait la question du rôle du prolétariat, c'est comment il prend la souveraineté sur le travail. Mais au-delà de la souveraineté, je pense, le terme juste, c'est subversion. Si on regarde les luttes, notamment de la classe ouvrière au 19e, la logique est de subvertir le travail tel qu'il est organisé sous l'égide de la loi de valorisation de la valeur dans le capitalisme. Le premier exemple qu'on pourrait donner, c'est qu'au 19e, le travail s'organise sous l'égide du droit commercial. Hein, des systèmes des marchandages, le capital impulse sa logique de valorisation de la valeur, mais ne contrôle pas nécessairement le processus de production, ne lui applique pas encore ce que Marx appelle les sciences naturelles, et il le fait de façon très progressive. Il y a des très bons chapitres d'ailleurs dans le Capital là-dessus. Et qu'est-ce que c'est le contrat de travail en soi? C'est la sortie du droit commercial et la production d'un nouveau droit, le droit du travail, dans lequel on va en fait impliquer, mettre des limites, des bornes à l'exploitation, comme dirait Marx, au travail, mais en fait, on va subvertir aussi le salariat. Ça, c'est le truc très friotiste. On n'est pas obligé d'y adhérer en entier, mais il y a l'idée quand même que face au travail tel qu'il est absolument construit de façon unilatérale par le capitalisme, on va commencer à lui mettre des institutions, commencer à contester et la souveraineté sur le travail, et la façon dont il est organisé, et les conditions de travail. Le problème étant que, effectivement, dans la valeur travail, dans les partisans de la valeur travail, il y a un double discours. Il y a d'un côté le côté plus de subversion du travail, quoi. En gros, vraiment, moi, j'ai été encore en plus au PC pendant 10 ans et j'ai sans doute raconté ce genre de conneries dans ma vie des fois, mais il y a l'idée que on s'est enfermé dans le paradigme social-démocrate. D'un moment, on n'avance pas forcément ni sur l'autogestion ni sur la souveraineté du travail, et on avance sur, par contre, comment on va répartir les fruits de la croissance pendant les 30 glorieuses, et que cette logique-là est une logique quantitative du travail. Et d'ailleurs, je trouve que la gauche, tu disais, la FI est bonne, enfin Mélenchon, sur les grands projets. Moi, je suis plus sévère d'ailleurs sur la France Insoumise, sur sa ligne sur le travail. Honnêtement, je trouve que c'est là où elle est le plus empreinte du logiciel social-démocrate. Et je suis un peu insatisfait. D'ailleurs, je suis désolé pour l'autopromo, mais dans le même article que j'évoquais tout à l'heure sur les bases sociales que j'ai écrit dans Position Revue, je finis sur le travail avec des positions extrêmement modestes. Hein. Mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est de dire, moi, je suis pour qu'on continue de développer des idées qui fassent rêver d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire de combien on gagne.
Je suis pour qu'on dise 32 heures, sixième semaine de congé payé, retraite à 60 ans. C'est des repères, ça va en lien avec les luttes historiques qui sont menées sur la réduction du temps de travail. Ce sont des limites aux bornes de l'exploitation et c'est effectivement une ingérence dans les droits de l'exploitation puisqu'on vient imposer des limites à l'extension du temps de travail volé. Néanmoins, je pense que justement dans le rôle de subversion du travail qui devrait nous occuper en tant que communiste ou en tant que personne à gauche, il faut arriver aussi à avoir des propositions qualitatives. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je trouve que dans la période récente, on a perdu aussi une partie de la bataille parce que l'adversaire, le capitalisme et les capitalistes, ont eu une intelligence tactique de situation extrêmement forte. Par exemple, ils ont réussi à nous imposer des reculs des droits salariaux, par exemple avec l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, ou la promotion de l'auto-entreprise, etc., en captant le désir réel d'autonomie au travail chez un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de ringardiser le salariat en disant mais vous n'en avez pas marre de travailler de 9h à 17h dans un bureau, ça l'adversaire l'a très bien capté. Et bien entendu, il n'est pas venu donner de la réelle autonomie au travail, aux travailleurs. Il est venu leur donner une illusion, notamment avec l'auto-entreprise, ça c'est les thématiques que je travaille dans ma thèse, dans lesquelles il va faire un transfert vers l'individu de ce qu'on appelle le coût du salaire socialisé, c'est-à-dire de toute la protection sociale, de toutes les données. Et l'autonomie, en fait, tu l'as pas vraiment parce que tu te retrouves dans des situations où tu es un petit indépendant qui répond à des gros donneurs d'ordre qui ont le poids économique qui fait 10 fois ta taille et qui, en plus, sont des gens qui te donnent du travail parce que tu es leur prestataire de service pour des cas que j'étudie par exemple. Et donc du coup, la question de la subversion, elle doit se poser par exemple sur les questions de statut. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette question et que si on veut transformer le travail, c'est-à-dire à la fois se le réapproprier, comme tu l'appelles, Padu, comme tu y appelles, et en même temps lui donner une autre logique, il faut qu'on retrouve des logiques qu'on a vues dans ce que Friot montre sur le statut des fonctionnaires, le statut des salariés protégés, mais qu'on peut aller plus loin. Je pense par exemple, parce que c'est encore une fois un des thèmes de mes recherches dans ma thèse, que la question de l'intermittence de l'emploi, est un vrai sujet. On parle souvent des intermittents du spectacle, qui ont un système très intéressant de socialisation de la valeur qui leur permettent de déconnecter emploi, travail et rémunération. Mais en vérité, les intermittents de l'emploi dans ce pays, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une relation continue de travail pour vivre, ils sont 3 millions. 3 millions de personnes. Donc peut-être que au lieu de voir, par exemple, ces milieux intermittents, au fur et à mesure que se cassent les protections sociales, de l'accès à l'assurance chômage, etc., qui leur permettaient de vivre, tourner vers l'auto-entreprise, vers le recul des droits salariaux, vers le recul des outils de la lutte, parce que les auto-entrepreneurs, pour se battre pour leurs conditions de travail, ils sont en grande difficulté. Il faut essayer de réfléchir à justement comment on a des propositions qui permettent de maintenir dans le salariat, mais qui permettent aussi de répondre à des aspirations sur travailler autrement et travailler mieux. Et ça compte notamment sur ces questions d'autonomie, de comment le capitalisme a essayé de récupérer la critique du travail pour introduire une nouvelle dose d'exploitation. Ça, c'est tous les travaux de F. Chiapello, par exemple, et de Luc Boltanski sur l'esprit du capitalisme, où on a vu avec le New Public Management, avec maintenant les Happiness Chief Officer, et toutes ces genres d'espèces d'oppositions, on essaye de trouver comment on va répondre aux affects des gens et comment on va utiliser ça comme un moyen de réaligner les salariés sur la logique unique du capital, qui est en vrai une logique autoritaire. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur la réappropriation, mais je pense que là, on pêche parce que on est en difficulté. Aussi une difficulté qui est liée au fait que quand on a produit la sécu sociale, des idées, les statuts du fonctionnaire, etc. C'est un produit des luttes ouvrières concrètes, c'est-à-dire d'une classe ouvrière qui se pose face au patronat, en position de force parce que le patronat a collaboré, ça c'est Friot qui dit ça, et qui arrive avec des propositions qui ont été développées par le fait qu'ils sont en pratique dans les ouvriers, parce qu'ils sont en pratique dans la subversion du travail. Or là, ce qui est vrai, c'est qu'on a une position de gauche, comme je le disais tout à l'heure, qui est un peu déconnectée d'une partie de sa base sociale, et qui est du coup dans une logique prescriptrice de il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et on n'a pas forcément encore forgé ces outils. Ça pose la question du syndicalisme d'ailleurs, de la double besogne, de tout ça, parce qu'avant aussi, si le PCF a pu proposer ça, on dit le PCF, mais c'est tout autant la CGT. Et c'est sûr que quand tu as un réseau de personnes organisées communistes dans toute la société, ils peuvent proposer sur comment est-ce qu'on fait le réseau de train, comment est-ce qu'on fait l'électricité, comment est-ce qu'on fait machin. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Et je suis d'accord avec toi que la FI va pas assez loin. Ce que je voulais juste pointer, c'est que moi, j'aime bien ce côté de Mélenchon, qui est un peu discursif aussi d'ailleurs, tu me diras, mais qui est de nous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'au moins, il y a un avenir et on voit, tu vois, il y a un projet.
le pire, c'est que Roussel, sur le travail, son programme est peut-être meilleur que celui de Mélenchon, mais il n'en parle jamais. Ou il en parle, si, les gars du PCF vont te dire: «Il en a parlé dans une salle à Amiens devant 600 personnes, tu n'as pas vu ça». Oui, d'accord, mais c'est pas ce qu'on retient de lui et c'est tout à fait dommage, tu vois? Parce qu'en fait, pour avoir enfin, on peut avoir un discours sur, le travail. Pour avoir un discours sur la reproduction du travail, il faut proposer des trucs forts. Friot le fait, c'est peut-être d'ailleurs la seule figure de gauche qu'on connaît vraiment pour ça, tu vois? Même si je suis critique avec Friot, qui, à part Friot, arrive à te C'est projeter dans un c'est- système potentiellement socialiste ou communiste? Je sais pas actuellement, tu vois. c'est le problème. Position? Ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, vas-y, c'était pour te laisser Non, parler. non, je disais, Parle plus fort, parle plus près parce que on a l'impression en fait que tu fais là, 3 c'est pas à bon. chaque fois que tu. Ah ouais, Là, c'est c'est mieux, bon. ouais. Ouais. Attends, c'est que je bouge en même temps. Je fais comme. Non, en fait, moi, ce que je disais, c'est que ça, c'est intéressant parce que on a parlé tout à l'heure des classes laborieuses exploitées qui votent de manière pas massive, mais on va dire de ce bloc ouvrier employé qui vote Marine Le Pen et qui est très fidèle. Pourquoi? Parce que justement, la vision du monde que déploie le RN est adéquate à une certaine partie, on l'a redéfini tout à l'heure, de ces ouvriers-là. La problématique, c'est tout le reste du salariat n'a pas encore de projet, de débouché politique adéquate pour justement voter en masse pour un parti de gauche, pour un débouché de gauche, etc. C'est pour ça qu'il est extrêmement éparse. C'est-à-dire qu'on a un bloc, on va dire, qui a une vision plutôt réactionnaire du travail, libéral, réactionnaire, et c'est pour ça que quand on regarde, quand on dit les ouvriers qui votent Le Pen, ça veut rien dire. Il faudrait savoir où ils habitent, dans quel type d'entreprise ils sont, quel secteur c'est, quelle est la moyenne d'âge ils ont. Voilà. Parce que c'est pas la même chose d'être un ouvrier de 55 ans qui a déjà fini de payer la maison, etc., que d'être un jeune ouvrier. Voilà. Quel niveau de qualification? Quand on regarde les niveaux de qualification, ils ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si vous faites des croisements, vous regardez tous les sondages, là, ça devient intéressant. Quand vous regardez les gens, pour qui votent les gens les plus pauvres de ce pays, c'est-à-dire les gens qui sont au RSA, qui sont intérimaires, qui ont des temps partiels, etc., ils votent en priorité pour la FI. Ils ne votent pas pour le RN. Le RN, c'est déjà des niveaux de salaire supérieurs, ça veut dire des gens qui sont en CDI, qui ont des emplois stables, etc. Donc c'est effectivement des classes ouvrières ou des employés, mais c'est déjà une strate supérieure dans, on va dire, la précarité ou dans la difficulté sociale. Donc eux, ils ont ce discours réactionnaire, la valeur travail, etc. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas aller sur ces terres-là. Et en face, et moi je suis complètement d'accord, la gauche est absente et je trouve que, bon, on en a parlé plein de fois avec Paul, on est raccord là-dessus. Et puis quand on a publié l'article sur Position, on était effectivement tout à fait d'accord. La gauche, même si tu as des raisons, hein, Padu, il y a des bribes, etc. La gauche n'a pas un projet cohérent, central, pour parler. Je vais pas dire travail parce qu'il y en a que ça gêne, contrôle lutte verte critique, mais qui ferait mieux d'arrêter de dire ça. Mais de la production, par exemple. Voilà. Comment on se réapproprie le fait de produire, de reproduire son propre travail, sa propre condition d'existence. Ça, c'est l'idée comment dire, de fondamentale qui doit guider la classe ouvrière et qui doit Ok, guider Tatiana Ventos, il veut parler des producteurs. Hein. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Non, mais c'est vraiment cette question fondamentale de sortir de ce rapport, comme l'a dit Paul, qui est pas simplement on veut avoir plus de fruits de notre travail. Et ça, c'est vraiment de te dire comment on produit différemment, mieux, de manière plus inclusive aussi. Parce que le travail capitaliste, c'est un travail de rendement, c'est un travail qui met en concurrence les gens, qui violente, qui est validiste de fait. Voilà. Donc c'est aussi comment on a un rapport à ce travail-là et même aussi un rapport où le travail, et ça pour moi c'est vraiment un truc, est source non pas d'une émancipation et d'une réussite individuelle, mais d'une réussite collective. C'est comment, à un moment donné, le pacte égalitaire, le pacte communiste ou on va dire ouvrier, c'est quelqu'un qui a su c'est un projet politique qui a su justement faire du travail un effort collectif et non pas
une source de réussite individuelle et de se réussir soi-même, etc., à travers le travail, tous ces discours néolibéraux, d'accompagnement, etc. Et que ce soit sur le plan, on va dire, de développement personnel ou même patrimonial. C'est-à-dire, tu parlais des fonctionnaires, par exemple, Paul, c'est aussi une vision de... eh ben, il y a des gens qui sont payés pour du gratuit, pour du public, pour du non-marchandise, pour de la non-marchandise, et pas simplement cette vision, comme on disait tout à l'heure, bourgeoise ou petite bourgeoise, de ça permet, avec le temps, d'accumuler un patrimoine, etc. Et on a aujourd'hui bah ouais, des classes ouvrières cohérentes. Tu l'as dit tout à l'heure avec les travaux de Violaine Girard, etc. Bah oui, dans les endroits les plus reculés où l'immobilier est encore accessible, bah voilà, des ouvriers qui ont un petit pavillon, qui sont hybridés justement par leur rapport à l'aliénation et par leur rapport aussi à leur propriété et ce que le travail leur permet. Et ça, les Gilets jaunes, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Pourquoi en fait il n'y avait pas ce rapport-là au travail? Parce il manquait justement cette connexion de faire le lien entre l'économique et le politique et la séparation de ces deux univers et l'univers bourgeois et libéral par excellence, justement de comprendre que les difficultés que les gens pouvaient avoir, c'est-à-dire le fait de travailler, de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir s'acheter ci, de ne pas pouvoir s'acheter ça, n'étaient pas un simple effet de la politique ou des institutions politiques, des gouvernements, mais fondamentalement, que ne diront jamais les petits politiciens de droite, d'extrême droite, etc., fondamentalement, une nécessité du rapport de classe. L'appauvrissement de la classe ouvrière, l'augmentation du taux d'exploitation, le gel des salaires, etc., c'est ce que peut faire encore le capitalisme en crise. Donc là, ça a commencé avec les classes ouvrières, maintenant, ça a attaqué les professions intermédiaires dans les années 2000, maintenant ça attaque les cadres. Et la gauche aujourd'hui n'est pas prête à proposer justement un pacte autour de la production, du travail, adéquat justement à cette diversité à cette hétérogénéité du salariat, mais à cette unité dans le rapport de classe. Je peux rajouter deux trucs. D'abord, il y a quelqu'un dans le chat, Orochi09, là, qui a dit sociologiquement, les votants RN sont précaires au niveau du salaire, mais stables au niveau de l'emploi. Et je pense que c'est une excellente remarque. Exactement. Et il y a par exemple des travaux de Nona Meyer qui montrent qui montrent à l'échelle européenne, hein, pas que dans le cas français. Elle a fait ça avec d'autres chercheurs, je ne me rappelle plus les noms, qu'il y a beaucoup de gens qui, dans une situation de peur de perdre leur emploi, tendent à basculer vers ce genre de vote. Ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement perdu leur emploi. Parce que exactement ce que tu disais par pré-crise, et la logique est normale, hein, c'est que quand on a perdu son emploi, on peut aussi développer des demandes sociales de protection beaucoup plus fortes, puisqu'on a perdu son emploi et on est en galère. Et d'ailleurs, les niveaux de stable au niveau de l'emploi, c'est nous, avec des potes avec qui on travaillait sur une étude sur ça, on appelait ça les CDI pourris. C'est-à-dire que tu es en CDI, en gros, peut-être tu es en CDI dans un entrepôt de la grande distribution, mais tu es payé 1400 € dans ton CDI, tu vois, ou tu es payé 1500 € et en fait, ça ne te suffit pas pour vivre, pour plein de raisons. Et en fait, tu es dans ce truc-là. Et juste, donc, ce que je voulais rajouter, c'est que, là, encore une fois, je parlais tout à l'heure de vision qualitative du travail, en termes de, c'est ce que ça veut dire le qualitatif, pas uniquement du quantitatif, il faut rappeler que s'il y a une hétérogénéité des positions de classe, pour éviter d'être seulement la class first, qui peut être un peu le piège quand on discute du travail, c'est aussi de comprendre que si cette hétérogénéité existe, c'est que les expériences du travail sont extrêmement différentes. Et qu'encore une fois, penser à côté de ça, les rapports de race, les rapports de genre, ça ne peut pas être je regarde en fonction de chaque rapport où je me situe dans une hiérarchie. Ça peut être dans les femmes, je suis à tel niveau de la hiérarchie, dans le travail, je suis à tel niveau. C'est plutôt de comprendre qu'il y a une division genrée du travail, qu'il y a une division raciste du travail, et donc que ces positions-là, elles sont inextricables les unes des autres, et que quand on veut produire une unification du salariat politique, bien sûr que des propositions quantitatives en mode on va donner plus d'argent, elles peuvent être très utiles, mais il faut également avoir une vision qui puisse prendre en compte justement les expériences différenciées que
capitalisme arrive à réorganiser, réadapter à sa sauce. Par exemple, la division raciste du travail. Encore une fois, les positions qu'occupent les gens au travail, la discrimination qu'ils reçoivent, il y a des très bons travaux du politique focal qui l'évoquent un peu, ont des conséquences aussi sur le vote. C'est-à-dire que, par exemple, à même poste, même situation de travail des classes populaires, la racisation, ça change ton vote. Parce que t'es pas les mêmes. D'un côté, tu es potentiellement un allié, tu trouves potentiellement un allié, de l'autre côté, tu es souvent une cible. Je parle du vote Rassemblement national. Mais bref, tout ça pour dire qu'on ne pourra pas genre convaincre aussi et unifier le salariat si on n'est pas en capacité de reconnaître que le salariat ne se vit pas de la même manière, selon qu'on est une femme et où on voit toutes les discriminations et les interruptions de carrière que ça produit, selon qu'on est aussi une personne qui occupe certains postes parce que, comment dire, assigné à une identité raciale discriminée. Bref. Non, mais je suis tout à fait Non, non, d'accord, mais je suis on tout à est fait d'accord. d'accord. Et juste pour finir, c'est très important justement cette idée de hiérarchie. Euh, euh, Il y a aussi cette idée qu'on essaie de développer, hein, Paul, de pénurie. C'est-à-dire aussi le travail, et c'est fondamental dans dans les classes populaires qui votent RN, c'est-à-dire l'idée d'avoir intégré la pénurie et que travailler devient un privilège. Et un privilège essentialiste. C'est-à-dire de dire, bah, moi je travaille. C'est-à-dire, moi j'ai un travail et donc je vaux mieux parce que je travaille que le gars qui est un cassos, qui vit des aides, etc. Tout ce discours-là vient justement de considérer que le travail devient un privilège et que ce privilège génère justement une autosatisfaction de certaines classes en se disant bah si moi le fait que j'ai ce privilège d'avoir un travail, ça veut dire que je vaux mieux que celui qui n'en a pas. Et ça, c'est vraiment une vision qui est fondamentale dans ce que moi j'appelle la vision concurrentielle ou pénurique du travail, euh, et qui est au cœur de la vision du monde du RN et des travailleurs qui votent RN. Et ça, c'est quelque chose dont on doit sortir, dont on doit absolument sortir, de faire en sorte que participer à la vie collective, et plus largement voilà, que le vote, c'est quoi, c'est justement, ça ne doit sûrement pas être un privilège. Et pour terminer, ce que tu disais, Paul, justement, on est dans un paradoxe où, en fait, jamais autant le salariat n'a représenté au- autant comment dire, de masse, en fait, dans la société, mais jamais il a eu autant d'hétérogénéité, en termes de statut, à l'intérieur du rapport dans la production, mais aussi, comme tu l'as dit, en termes de race et de genre. Et paradoxalement, tu disais sur le fait d'avoir un rapport différent, ben, c'est même presque pour des gens qui ont atteint des niveaux moyens ou supérieurs que la race ou le genre vont ressortir le plus. C'est-à-dire, il y a une espèce d'effectivement de discours faux quand tu dis bah, tu as fait des études, tu as démontré, tu as une expérience, etc. Et à la fin, tu es discriminé parce que tu es arabe, tu es musulman et tu es une femme. Alors qu'effectivement, on va dire la norme basique, le racisme, de fait de faire en sorte que les travaux les plus pénibles d'OS, etc., soient réservés à des immigrés, lui, il est beaucoup plus inconscient, il est beaucoup plus normalisé, etc. Et c'est pour ça qu'aussi on voit de plus en plus bah voilà, des discours antiracistes qui se créent à partir de classes moyennes, de classes supérieures, parce que justement, on voit bien que la réussite sociale n'efface pas la race, n'efface pas le genre, etc. Et qu'il faut justement être au croisement de ces deux-là pour pouvoir justement faire l'expérience de bah, t'as beau avoir bac plus 10, être médecin, etc. Tu te tapes encore le fait que tu sois une femme ou encore le fait que tu sois Il a arabe. dit Docteur Zoé là un peu, hein. Ouais, docteur Zoé, voilà. Donc Mais c'est pour ça que juste ce pour, pacte salarial égalitaire, c'est fondamental. Je te laisse, Paul. ouais, non, mais je sais on va pas être trop long non plus, mais juste pour répondre aussi à des questions encore du chat et sur ce que tu dis, hein, effectivement, bah déjà, il faudrait pointer les travaux des sociologues là, qui ont sorti le livre La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, et qui montrent bien que les gens, ils montrent en gros hein, que des gens victimes de discrimination raciste parce que arabo-musulmans, mais qui ont entre guillemets atteint la classe moyenne en termes de capital culturel, de diplôme, etc. On va avoir tendance à partir
parce que justement, eux, ils vont vivre une discrimination à un niveau qui est que on veut bien qu'ils aient des postes de prolétaires, entre guillemets, parce qu'ils sont racisés, mais que leur place à négocier au sein de la classe moyenne dans la hiérarchie sociale est extrêmement compliquée, particulièrement parce qu'en France, je rappelle, enfin, je veux dire, il y a une discrimination islamophobe à ce niveau qui est folle. Posez-vous la question, je ne sais plus qui dit ça, je crois que j'avais vu une conf de Fatima Wassak aux universités de la France Insoumise l'année dernière, et elle disait, regardez en France et posez-vous la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez eu une femme voilée à un poste de responsabilité et qui n'était pas une femme de ménage ou une femme prolétaire, quoi. Bien sûr. Et en fait, si tu vas en Angleterre, tu vas à la poste, dans la banque, dans la police, n'importe où, tu vas avoir Même par dans exemple, et là l'industrie. en France, tu C'est as parce qu'elles sont moins méritantes en France, je pense. deuxième, deuxième référence bibliographique, parce que je crois que c'est Emodem qui parlait de la construction de la figure du travail à partir de l'homme blanc cis, qui est à mon avis une idée extrêmement intéressante à creuser. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, il s'appelle L'imposture du travail, désandrocentrer le travail pour l'émanciper, de Maud Simonet, je vous le mets à l'écran là, et qui est une chercheuse très intéressante. Elle part des grilles d'analyse des féministes marxistes, notamment des travaux de Silvia Federici, de Leopoldina Fortunati, etc. Et elle montre comment non seulement les féministes ont une capacité à regarder dans le marxisme et chez Marx tous les points morts pour penser le travail reproductif et le rôle qui joue, rôle majeur qui joue dans le capitalisme, mais en plus elle essaye dans ce bouquin de faire une espèce de revue de littérature pour regarder tous ceux et toutes celles surtout qui ont essayé de penser le travail pas par le prisme de l'expérience masculine du travail, et comment ça ouvre des pistes d'analyse sur des logiques du capitalisme. Je donne un seul exemple pour ne pas rentrer dans les détails, mais elle montre que le travail domestique, par exemple, des femmes a été souvent produit comme un déni de travail. On dit c'est pas du travail, c'est de l'amour, c'est une charge liée au biologique, etc. Et on a justifié comme ça la gratuisation du travail reproductif des femmes. Et elle montre qu'on a des développements de cette logique de gratuisation du travail, de la même logique, mais pas nécessairement liée ensuite à la question genrée, mais à partir du même mécanisme. Par exemple, on va dire, on va multiplier les contrats de bénévolat, parce que Maud Simonet a fait sa thèse sur le bénévolat, ou de formes de travail gratuites type service civique, etc. Et on va dire, c'est pas du travail, c'est de la formation, Les c'est pas JO, du ouais. travail, c'est de l'engagement citoyen. Exactement de l'engagement citoyen. Et on montre comment ces phénomènes-là, donc sur désandrocentrer le travail, c'est hyper intéressant. Maud Simonet, elle a fait aussi, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos pour Arte pour expliquer un peu ses travaux. Et je trouve ça fantastique parce que on voit cette logique. La protection sociale, le RSA, c'est pas une allocation, c'est il faut participer de 5 heures ou de 10 heures de travail gratuit pour pouvoir accéder à la protection sociale. Un phénomène qui se fait énormément aux États-Unis. Et elle va même, dans la fin de l'ouvrage, discuter d'une idée qui est intéressante à mon avis, qui elle dit que il faut penser cette logique de nouveaux systèmes d'emploi, de nouveaux dispositifs spéciaux, emploi jeunes, services civiques, bénévolat, etc., comme avec le statut d'État intégral gramscien, c'est-à-dire avec l'idée que l'État produit ce genre de dispositif qui s'exprime ensuite et qui s'organise dans la société civile, mais que tout le bénévolat, etc., va être intégré dans l'État intégral, c'est l'État plus la société civile, et qu'ils vont participer comme ça à la réorganisation des structures sociales et économiques fondamentales. Bref, c'est un point un peu technique et tout, mais j'avoue que c'est les travaux sur Non, mais lesquels je bosse, et je pense que c'est hyper court et c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas. Bah, Je vais le carrément, mettre dans le carrément, chat. carrément. Mais je pense qu'on fera peut-être ce débat non, une mais prochaine fois. Si ça vous dit, ça peut être intéressant. On va peut-être s'arrêter là. ouais, Euh, je rajoute pour ce que dit Paul, c'est fondamental, parce que justement, c'est ce qu'on avait quand on a commencé à évoquer le travail, sur cette différence entre le travail tel que le promeut, le défend, le met en avant, le capital, c'est-à-dire qui permet de créer de la valeur d'échange, et pas simplement de la valeur d'usage, par rapport à une définition dont Marx avait déjà dans le Capital, un rapport à la nature, enfin quelque chose de beaucoup plus transhistorique, dans lequel justement Federici ou Fortunati vont justement dire, bah voilà, finalement, si on prend cette définition transhistorique, toutes les activités qu'on considère comme pas du travail, finalement, en sont, mais elles ne sont pas
justement capitalisable. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est valorisé comme tel. vraiment important. Ouais, non, mais oui, non, mais je suis tout à fait Valoriser, d'accord. Mais c'est que valoriser dans les deux sens, c'est-à-dire valoriser sur le Ouais, plan symbolique et subjectif et valoriser sur le plan matériel. non, tout à fait, tout à fait. Bah ça, pour le coup, on en parlera une autre fois. On va peut-être s'arrêter là parce que ça commence à faire long déjà pour nous, mais surtout ça commence à faire long même pour que ce soit regardé. Après, ça, c'est moins regardé, ça dure 3 ou 4 heures. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux les tensions actuelles et les tensions qui se passent au niveau des européennes. Et puis même un peu, on a parlé un peu de travail, on a digressé, mais je pense que c'est toujours intéressant, notamment de répondre au chat. Faudra qu'on parle aussi une autre fois, je pense, de l'action politique en dehors du vote, parce que là, en fait, je suis sûr qu'on va avoir des avis sur ça et des commentaires qui seront vrais, qui est qu'on s'est centré autour du vote comme si c'était le nec plus ultra de l'acte politique et que tout passait par le vote et ça peut être critiqué. Le sujet, c'était les européennes. Hein. Tout à fait, non mais tout à fait, mais je sais qu'on va avoir des commentaires comme ça et c'est bien normal. Sur ce, je remercie Paul Elec d'être passé. Allez vous abonner à sa chaîne Juste, moi, Twitter, à j'annonce son Twitter et à son Instagram. Allez vous abonner aussi au Twitter de Position Revue et puis Position, je te laisse un dernier mot. non, c'est juste pour boucler sur les européennes, c'était le débat. On a un débat en cours, on a un pari en cours, un resto avec Paul sur est-ce que les Verts vont faire plus ou moins de 5%. Alors moi j'ai annoncé qu'ils feront moins. Voilà, vous êtes témoin du pari. Donc on vous enverra un selfie du resto. Moi je pense qu'ils vont faire plus en vrai. Je pense qu'ils vont faire plus et que Kluxman fera un peu moins que Ils vont ce faire qu'on dit. 5,5. Ah si, ils font 5,1, je suis d'accord. Ouais, et voilà. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee, à vous abonner à ma chaîne principale. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. À plus.